Alors, la présentation de ce soir, en fait, essentiellement, elle va être bon, légèrement différente des présentations habituelles. Juste avant de débuter, je me présente là, au cas qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas. Je suis Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles et j'anime les conférences que l'on appelle les mercredis de l'histoire à la Haute-Saint-Charles depuis maintenant 2009 qu'on les anime. On approche, il faudra faire le calcul, là, mais éventuellement de la 100e présentation. Il faudra faire le calcul avec certitude éventuellement pour souligner la 100e. Et somme toute, c'est cette conférence par année que l'on présente où on fait discuter les gens sur un thème prédéterminé. Puis, on échange, puis ces échanges-là font en sorte que, comme on dirait, là, à la gang, on en sait plus qu'individuellement. Puis, ben, c'est ça qui est merveilleux, puisqu'on peut échanger, puis augmenter nos connaissances collectives sur notre histoire locale. Alors, je souligne la présence dans la salle de quelques collègues administrateurs, administratrices à la Société d'histoire. Alors, entre autres, Lisette Godbout, qui est notre trésorière, Francine Trudel, notre secrétaire. On a Hugo Chouinard, administrateur, Céline Durand, administratrice, Denis Paul, qui est notre vice-président, et je croirais que notre collègue Charles Breton-Demel va probablement arriver sous peu. Alors, merci à toutes et à tous d'être là. Ça me fait plaisir ce soir de vous présenter, en fait, les outils numériques que l'on peut utiliser via BANQ, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui ont des outils merveilleux qui nous permettent de faire des choses merveilleuses et qui s'améliorent, j'oserais dire, quasiment au quotidien et qui, les outils font en sorte que l'on peut trouver des informations ultra pointues, ultra fines sur des questions X, Y, Z. On est à une époque où on a des outils efficaces, eh bien, ça révolutionne la recherche en généalogie, en histoire locale, pour chercher, en fait, de fins détails qu'on aurait dû chercher en épluchant des tonnes et des tonnes de feuilles auparavant, mais qu'on peut faire de manière plus efficace. Alors, ce soir, je vais vous présenter les outils principaux des Archives nationales du Québec en ligne. Ce ne sont pas tous les outils. Il y a 1 million de choses qu'on ne peut pas présenter en ligne. Alors, je vais aller avec l'essentiel. J'ai déjà prévu, en fait, des recherches particulières pour vous montrer comment on en arrive à telle ou telle réponse. Mais si vous désirez, en fait, que je fasse un essai de quelque chose visuellement pour que je vous montre comment faire, bien, ça va me faire plaisir de le faire 1 ou 2 fois à chaque fois que je vais vous présenter un nouvel outil. Essentiellement, ben, généralement, c'est moi qui parle, mais si vous voulez poser des questions, je ne vous vois pas tout le temps car je partage mon écran. Il s'agit juste de prendre la parole. Puis généralement, j'ai une notification qui apparaît qui dit, par exemple, là, Denis Paul a la parole. Puis ça m'indique qui parle généralement. Puis ben, souvent, je reconnais la voix aussi. Là, après toutes ces années, là, je réussis à vous reconnaître. Vous allez voir aussi comment, ultimement, bon, je construis la majorité des mercredis d'histoire, en fait, des présentations avec nos archives à nous, à la Société d'histoire, d'une part. Ça, c'est une chose, là, j'en ai déjà parlé amplement. Mais souvent, j'ajoute bien des informations que je vais chercher via certains outils de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, à la Haute-Saint-Charles, nous n'avons pas toutes les archives. Eh bien, il y a des informations qui se trouvent ailleurs. Puis, ce qui est merveilleux, c'est ce qui va me permettre de vous montrer comment je fais. Alors, contrairement à ce qu'on fait habituellement, j'avais monté un PowerPoint, mais dans le PowerPoint, il y avait essentiellement rien d'informations. C'était vraiment à travers les différents moteurs de recherche que je vais travailler ce soir. Donc, je ne partagerai pas le PowerPoint pour ne pas avoir à partager, départager, partager, départager l'écran à tout bout de champ. Ça peut venir étourdissant, j'oserais dire. Alors, à la suggestion d'Hugo tout à l'heure, je ne vais pas faire ça. Mais par contre, on va vous transmettre le PowerPoint dans lequel il y a des liens puis qui va vous permettre de faire le travail par vous-même une fois que vous l'aurez reçu. Ça va éviter là, de l'étourdissement là, à l'écran. Des fois, ça peut être lourd de subir ça. Alors, juste avant de débuter, on m'a demandé de vous informer. Ben, on vous informe avec fierté que nous allons être présents au congrès de la Fédération Histoire Québec
les 27, 28 et 29 mai prochains. Le congrès aura lieu, corrige-moi si je me trompe, à l'Hôtel Delta. Je suis correct, Francine, merci beaucoup. J'ai hésité une seconde. Donc, le vendredi, samedi et dimanche de cette fin de semaine, la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles se représente avec plusieurs bénévoles. On m'a dit 6 bénévoles. Francine, notre secrétaire, fait partie de l'organisation de l'activité, d'une part, et d'autre part, ben, en tout cas, à vous de choisir ou non, là, mais je serai conférencier le samedi matin. Je ferai une petite conférence sur l'histoire du canotage, entre autres, à la Haute-Saint-Charles. Alors, c'est une histoire locale, là, donc c'est quelque chose qui va vous intéresser, vous toucher si ça vous intéresse de venir assister sur place à cette conférence-là. On vous invite à aller visiter le site Internet de la Fédération Histoire Québec afin de vous inscrire si vous souhaitez participer à cet événement-là. Alors, donc, c'est 6 bénévoles, Francine dans l'organisation, humblement, moi comme conférencier dans ce congrès qui va avoir lieu à Québec. Alors, voilà, l'information est transmise. Puis, je me permets aussi rapidement de vous faire une petite mise à jour sur l'état de notre local. En fait, vous savez qu'il a été victime d'un dégât d'eau au début janvier. Présentement, le local est complètement vide. Il y a des travaux de réparation qui se font dans le centre Saint-Louis. Puis, toutes nos collections sont gardées, en fait, à la Ville de Québec jusqu'à la possibilité qu'on va avoir, à un moment donné, on ne sait pas quand, de pouvoir reprendre notre local, bien rénové, neuf, des beaux plafonds, des beaux murs bien peinturés. On vous fera signe quand le temps sera venu de le réinaugurer officiellement, on va dire ça comme ça, éventuellement. Alors, Yvan, merci à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer d'y aller doucement dans mes manœuvres à l'écran pour ne pas vous étourdir. Alors, j'y vais maintenant. Merci à tous d'être là. Alors, je vais partager mon écran. Alors, ma première présentation, elle se trouve ici. Là, le premier moteur de recherche que l'on trouve à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, j'ai choisi de vous présenter celui-ci. Il s'appelle Cartes et plans. Pour accéder à la page que vous voyez à l'écran présentement, il s'agit simplement de taper BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Cartes et plans. Vous arrivez à cette page-là, qui est une page un peu d'introduction du moteur de recherche, et on clique ici, vous voyez, sur le bouton « Accéder ». Alors, je vais cliquer « Accéder ». Vous devriez voir un changement à l'écran présentement. Alors là, on a un paquet d'informations. On ne sait pas trop quoi faire, où aller avec tout ça. Et essentiellement, je vais vous montrer comment on procède. J'avais prévu, en fait, de vous montrer qu'est-ce qui arrive si je tape ici dans le petit rectangle le mot Loretteville. Alors, je vais le faire. Oups. Si je tape Loretteville et que je fais chercher ici, on va me trouver certaines références, en fait, que vous voyez ici à gauche. Alors, Loretteville, Québec, including Indian Lorette, 1917, 1954, etc., etc. Il y a une certaine quantité de cartes et de plans qui apparaissent, en fait, à gauche de l'écran. Donc, à la suite de cette requête-là, je vais vous montrer, en fait, qu'on a accès notamment à ma première requête. Vous voyez ici qu'il y a 8 résultats ici. Alors, donc, je n'aurai pas besoin d'affiner la recherche, là. Si je clique ici sur Loretteville 1917, bon, moi, je sais précisément de quoi il s'agit. Il s'agit du plan d'assurance qui a été construit en 1917 du territoire de Loretteville. Alors, je clique dessus. Et on fait apparaître à l'écran le dit plan d'assurance en question qui date de 1917. On voit ici dans le haut à gauche qu'il y a 5 images. Alors, je suis sur la première image et ce qui est magnifique avec cette plateforme-là, c'est que je suis en mesure de grossir avec ma souris. Là, j'agis avec ma souris présentement pour faire grossir le dit plan d'assurance. Vous voyez ici, c'est un chemin, c'est écrit Valcartier, c'est le boulevard Valcartier là, essentiellement. C'est un plan d'assurance qui date de 1917, donc on fait une description
sommaire des bâtiments qu'on y retrouve, avec les étages, le type de toit, etc. On a la légende ici à droite. Puis, ben, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'on peut grossir là, fortement pour voir ici, par exemple, que la maison, c'est une maison mansardée. Elle, ici, elle a un étage et demi. Elle a un toit à 4 versants, etc., etc. Donc, on voit les galeries également quand on grossit là, fortement avec la souris. Là, je fais ça présentement avec la souris avec ma main droite. Et on voit très bien le plan en question. Alors, si je change de page pour vous montrer ce qu'on retrouve à la page 2, ben, on va avoir, là, par exemple, ici, là, vous voyez très bien là, la Main, c'est ça qui est écrit sur la carte, c'est essentiellement la rue Racine. On voit la rue Saint-Jean-Baptiste ici, là. Saint-Jean-Baptiste Avenue. C'est la rue de l'hôpital aujourd'hui, là, qui partait de la rue Racine et qui se rendait vers le sud. Et on voit ici le fameux V là, de la rue Verrette qui s'en va vers, vers Saint-Claude, etc. Et la rue Racine qui descend vers le boulevard de l'Ormière. Donc, on peut notamment voir, là, si tu as bon oeil, là, ça c'est des histoires, tu vois bien la maison HP Simon ici avec ses tourelles, hein, qui était déjà donc construite en 1917. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ce plan-là? C'est qu'on peut regarder certaines maisons et ça me dit entre autres là, que la maison Simon, là où se trouve le vétérinaire aujourd'hui, était construite en 1917. On la reconnaît bien sur le plan en question. Donc, il y a certaines informations. Là, comme à côté ici, là, c'est écrit wood sawing. Donc, c'est un endroit où on sciait du bois. Ici, là, tout juste à côté, là, vers l'ancienne station-service, le bakery, un endroit où on faisait, dans la famille de Jacques Parent, là, du pain, etc., etc. Donc, voici le premier outil en question. On peut bien s'amuser, comme vous voyez, en grossissant le document en question. Donc, il y a 5 pages, là. Je ne ferai pas les 5 pour ne pas trop vous étourdir, mais c'est une information super importante qu'on va retrouver. Alors, je vais revenir en arrière. Et vous voyez les autres plans en question qui m'apparaissent dans les 8 résultats. On a à peu près la même chose ici dans un plan qui date de 1954. On a quelques plans ici dans le fond du greffe du notaire Paul Picard. Puis on a le fameux plan ici ensuite de 1847, qui est un plan prévu là, pour le tracé de l'aqueduc, donc qui va partir en 1854 à partir de la prise d'eau, au même endroit qu'aujourd'hui, descendre par gravité en ville. Alors, si je clique dessus, on peut voir là, le dit plan en question. Alors, vous le voyez ici. Bon, puis si je grossis, on est vraiment dans le secteur du village Huron, mais également de la chute Kabir-Kuba. On voit l'église de Loretteville ici, Young Lorette Church. Puis ben, ce plan-là est super intéressant parce qu'on voit le tracé du prévu du tuyau d'aqueduc. On voit certains noms de personnes qu'on va retrouver sur le plan. On voit la chute, on voit le canyon, on voit la rivière qui coule et on voit les bâtiments qui sont indiqués, là, certains bâtiments qui sont indiqués sur le dit plan en question. Alors, cartes et plans, c'est super intéressant. Quand on tape Loretteville, c'est ce que j'ai fait. Bien, on va trouver tous les plans, en fait, essentiellement, qui vont aborder le territoire de Loretteville. Vous voyez ici, là, il y a tri, pertinence. Alors, si on veut classer, avec 8 résultats, ce n'est pas très difficile de les voir et de les comprendre, mais on peut les classer soit par pertinence, mais également par année, de la moins récente à la plus récente, par exemple, ou par rapport à la date d'ajout du document dans les documents numérisés. Alors, c'est un outil qui nous permet de classer un peu les cartes et les plans, en l'occurrence, à partir de critères prédéfinis. Ça va? Alors, voilà pour cartes et plans. J'avais un deuxième mot à indiquer ici. Alors, j'ai indiqué Loretteville, bien sûr, parce qu'on est à la Haute-Saint-Charles, puis j'aurais pu indiquer d'autres noms comme Lac-Saint-Charles. J'aurais trouvé quelques éléments également. Mais je vais cliquer, je vais écrire Gédéon de Catalogne. Tu le connais bien, Gédéon de Catalogne, hein? Il a fait un plan en 1709. Des fois, j'en présente des extraits dans des conférences. Alors, ça nous intéresse de voir comment faire pour aller chercher le plan de Gédéon de Catalogne. Alors, j'ai 18 résultats. Alors, on va aller chercher le
plan de Gédéon de Catalogne. Bon, c'est dans le gouvernement de Trois-Rivières ici. Sinon, on est dans le gouvernement de Québec. Ça nous intéresse un peu plus. Si je clique probablement sur lui, on devrait voir la Haute-Saint-Charles ou pas très loin. Bon, je suis un peu plus loin. Là, je n'ai pas cliqué sur le bon, mais vous comprenez l'idée. Alors, vous voyez ici, on est dans Port-Neuf, par exemple. On est un peu à l'ouest du territoire de la Haute-Saint-Charles. Quoi qu'on voit bien ici le territoire de la seigneurie de Guillaume Bonhomme. Hein, et on comprend en 1709 que dans la seigneurie de Guillaume Bonhomme, il n'y avait pas de terre concédée parce qu'il n'y a pas de gens avec des noms indiqués comme dans les terres plus anciennes le long du fleuve. Alors, on voit ici seigneurie de Guillaume Bonhomme. Donc, le lac à Bonhomme se trouve au cœur de ce territoire-là. Alors, donc, la carte de Gédéon de Catalogne, on peut la trouver de cette manière-là en tapant son nom directement dans l'outil de recherche qu'on retrouve ici en haut dans la catégorie de recherche cartes et plans. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Oui, sûrement. Qui ne dit mot consent, c'est ça qu'on dit. Alors, je ne vous vois pas, là, mais j'ose croire que ça va bien. Alors voilà, généralement, c'est comme ça qu'on peut classer, faire une recherche de cartes et plans. Si vous voulez aller chercher dans d'autres mots-clés également, vous avez toutes sortes de filtres ici que vous pouvez trouver. Vous pouvez jouer avec le lieu de publication, la date, la langue, le lieu de conservation, si le document est conservé à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, etc., etc. Alors, il y a plusieurs différents moyens de jouer avec des critères de classement afin d'arriver plus finement à la recherche qu'on souhaite faire. Alors, voilà, d'une manière générale, pour les cartes et les plans. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Je vais la laisser ouverte au cas où. Je vais passer. Alors, vous avez vu, j'ai tapé cartes et plans dans Google, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je suis arrivé sur cette page. J'ai cliqué sur accéder. J'ai pu faire mes recherches. Ma deuxième, en fait, présentation que je souhaitais faire, mon deuxième moteur de recherche, c'est celui-là. Oups, pardon. Je suis dans le registre de l'État civil du Québec. Alors, toi, là, dans tes recherches, dans tes questionnements, tu te poses des questions parfois sur le baptême, la naissance et la mort d'un tel, une telle qui a fait partie de ta famille ou non, et tu veux en apprendre plus sur ces marqueurs, en fait, dans le temps, des marqueurs de vie, là, baptême, mariage, sépulture. Là, on appelle ça BMS. Bon, a priori, les registres paroissiaux sont conservés généralement dans les paroisses. Et les registres paroissiaux nous donnent toute l'information sur justement les baptêmes, mariages, sépultures. Ceci dit, à la fin du 19e siècle, la province de Québec, l'État québécois qui a, selon la Constitution canadienne, la responsabilité de gérer en fait l'État civil du Québec, va demander aux paroisses une copie de chacun des actes et ils vont le conserver dans le bureau du registraire de l'État civil du Québec. Et ce sont ces copies-là qui sont accessibles via BANQ. Évidemment, on n'a pas toutes les baptêmes, mariages, sépultures, puisqu'on les a seulement depuis la fin du 19e siècle. Bon, les autres, je vais vous montrer tout à l'heure qu'il y a moyen de les consulter via un autre outil qui n'est pas un outil de BANQ, mais a priori, à partir de la fin du 19e et jusqu'au début du 20e, on peut aller consulter là, gratuitement le registre de l'État civil du Québec. Soit dit en passant, normalement, il y a une restriction sur des actes plus récents parce qu'a priori, on peut croire que des personnes encore vivantes peuvent en fait, on ne veut pas divulguer de l'information sur des personnes qui potentiellement pourraient être encore vivantes. Alors, c'est rare qu'on dépasse l'année 1920. Donc, on se donne généralement autour d'une centaine d'années. Au fédéral, c'est précis, là, avec les recensements, c'est 92 ans, la restriction. Bien, au provincial, en tout cas, j'oserais dire 100 ans. Et c'est pour ça qu'on ne retrouvera pas, par exemple, mon acte à moi de baptême qui s'est déroulé en 1973. Alors, je vous laisse estimer mon âge. Alors, même chose. On tape dans Google registre de l'État civil ou juste État civil,
plus BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On arrive sur cette page que vous voyez à l'écran et on clique ici dans le carré bleu sur « Accéder ». Alors, j'ai accédé. Vous voyez en fait déjà à la gauche de l'écran que c'est organisé par paroisse. Alors, nous, évidemment, a priori, la paroisse qui nous intéresse davantage, c'est la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Alors, je vais taper ici, toujours dans le même type d'écran rectangle blanc, Saint-Ambroise. Pas besoin de taper de la Jeune-Lorette, vous allez voir là. Alors, je vais taper Saint-Ambroise et je vais faire recherche. Donc, j'ai 5 de mémoire petits liens qui apparaissent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Évidemment, vous voyez ici que c'est écrit 1775 à 1918. Ce qu'on va retrouver, c'est un peu faux. On va retrouver davantage, si je clique dessus, oups, ça y va, des informations à partir de 1877. Alors donc, là, j'arrive dans le registre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Je peux choisir, par exemple, mon année pour chercher quelqu'un qui est né à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Et je clique sur une année, n'importe laquelle, puis mettons que je fais 1885. Là, ce qui est intéressant avec l'année, pour la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, ce n'est pas parfaitement pareil pour toutes les paroisses, mais ici, on a un index. Alors, l'index, là, c'est intéressant parce qu'on peut chercher par nom de personne. Alors, je suis dans l'index de l'année 1885 du registre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Je vais grossir. Vous avez, par exemple, ici en 1885, l'index des mariages. Alors, vous, si vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de l'année, par exemple, du mariage de votre arrière-grand-père, oups, j'ai grossi un peu trop, ben, vous allez dans l'index et vous pouvez chercher, par exemple, ici, là, on les classe par nom de famille des hommes, des mariés. On a à la page 5, Auclair Louis et Joséphine Drolette. À la page 7, Barbeau Antoine et Marie Falardeau, etc., etc. Donc, on peut, quand on sait que c'est autour de telle année, ben, tourner dans les index de chacune des années présentées pour essayer de tomber sur la personne que l'on cherche. Juste à noter ici que le prêtre en question qui avait signé le document qui est juste au-dessus d'index s'appelait Guillaume Giroux et qui est un de nos prêtres préférés ici à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, voilà. Donc, ça, c'est l'index des mariages. Mais si je continue à la page 2, je vais tomber dans l'index des baptêmes. Alors, vous voyez ici les baptêmes, là, Alary, Marie, Louise, Victoria, Auclair, Joseph Albert, Auclair, Joseph, Onésime, Cyprien, etc., etc. Donc, par ordre alphabétique. Alors, je peux relativement facilement trouver les personnes que je cherche dans le fichier en question. Alors, je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment on procède justement pour aller chercher, par exemple, en 1885, si je cherche, je ne sais pas qui, le baptême de Joseph Désiré Beaumont, qui va être à la page 6, je crois bien, du registre de l'année 1885. Alors, je vais revenir en arrière avec la flèche ici en haut à gauche. Alors, je suis en 1885. On revient sur cette page-là. Je vois que Gilles, c'est probablement Gilles Beaulieu qui a levé la main. Donne-moi un instant, M. Beaulieu, puis je vais vous donner la parole. Ah ben, allez-y maintenant, M. Beaulieu. C'est vous, je crois bien, là, qui avez levé la main? Oui, simplement une précision. Oui, Je ne veux allez-y. pas faire avant, mais c'est à partir de ça qu'il a fait le BMS 2000. Bon, le BMS 2000, là, c'est un outil Mais qui je a ne veux été pas faire créé. la version, là. Mais c'est Non, la non, ça source va. BMS 2000. Oui, exactement. En fait, le BMS 2000 est un outil là, que les généalogistes ou les amateurs là, utilisent justement pour trouver une référence quand on cherche, là, puis qu'on ne le sait pas trop, là, un tel, une telle, il serait né en quelle année, il s'est marié avec qui. On peut utiliser BMS 2000. Donc, ça demande un abonnement là, pour chercher et avoir des détails. On a un nom, des fois on a une date, une paroisse, etc. Mais on n'a pas l'acte, le document, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, là,
En histoire, là, c'est vraiment le document. Là. On veut le lire nous-mêmes. Là. Puis, ben, il y a moyen d'aller le lire. Alors, pour compléter la réponse à la question de M. Beaulieu, qui est super pertinente, là, M. Beaulieu, merci pour votre question. Ben, là, je vais aller voir. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur Index déjà, mais là, je veux aller lire les actes. Alors, je vais prendre le deuxième picot, c'est écrit janvier-décembre. Je vais cliquer dessus. On se souvient, c'était à la page 6, notre baptisé qu'on cherche. J'ai déjà oublié son nom. C'était Beaumont, son nom de famille, je crois bien. Alors là, il ne faut pas se fier nécessairement au numéro de page de BNQ, mais au numéro de page du registre en question. Alors, là, j'ai dit la page, mais c'était peut-être le 6e baptême. Ah oui, ici, là, je crois bien. Attendez un petit peu. Sépulture. Là, c'est probablement une page plus loin. Baptême 5. Tu vois ici, le B5. Puis moi, je cherchais B6. En tout cas, je n'ai pas le bon. J'ai mal regardé peut-être, je ne sais pas trop. Mais on prend l'index, puis on va chercher donc dans le registre par la suite. Puis bon, on peut lire le baptême, comme par exemple ici le baptême de Pierre d'Aigle. C'est indiqué, on a le texte là, qui a été écrit par le prêtre. Le 19 janvier 1885, nous sous-signés, vicaire de cette paroisse, avons baptisé Pierre, né le 16 du courant, fils légitime de Jean d'Aigle, cultivateur de cette paroisse, et de Marie Rouillard. Le parrain a été Pierre Lépine dans cette paroisse et la marraine, Rosanna d'Aigle, sœur de l'enfant, qui ainsi que le père n'ont su signer. Lecture faite. Le prêtre signe, merci, bonsoir. Alors, donc là, on a de l'information. On peut aller à gauche, à droite, chercher sur le parrain, la marraine, le lien de parenté, blablabla, puis etc., etc. Alors, donc, c'est comme ça qu'on procède, mais comme vous voyez, dans le registre de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, ben, on a les informations à partir de 1877 jusqu'en 1918. Donc, il y a eu des baptêmes, des mariages et des sépultures avant ces années-là, bien sûr. Après, ben, elles sont difficiles à consulter parce que les informations nominatives sont confidentielles. Mais avant ça, il y a moyen de le chercher et ça ne se déroule pas via le site de BNQ. Il y a un autre site qui s'appelle Family Search. Là, je ne vais pas rentrer en détail avec vous là-dedans, comment on procède pour le faire. Je veux juste vous dire, parce qu'on parle de BNQ, là, que Family Search, ça existe. On peut avoir accès au registre de toutes les paroisses du Québec. C'est gratuit, mais on a besoin de s'abonner. Vous voyez, tantôt, là, je vais cliquer sur ma page de Family Search. Je suis dans Family Search. Je ne vous explique pas comment vous connecter puis tout ça là, ici. Là. C'est un petit peu compliqué. C'est moins user-friendly en bon français. Mais par exemple, ici, je suis allé avec mon compte, là, Mario Lucier, vous voyez, dans Family Search. Puis ici, là, j'ai ouvert une page au hasard. Là. Je suis en 1783. Il y a un baptême de Marie Bédard. L'an 1783, le 15e de novembre, a été baptisé par nous prêtres de la Compagnie de Jésus et missionnaire des Hurons de la Jeune-Lorette, Marie, née d'hier, fille de Joseph Bédard, etc., etc. Et là, on est en 1877. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de copie à l'état civil. Et c'est pour cette raison que la seule copie est celle du registre numérisé, comme vous la voyez présentement. Évidemment, la copie originale se trouve aux archives de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Et pour en savoir plus là-dessus, bien sûr, vous viendrez à notre dernier mercredi de l'histoire le mois prochain, où il sera question des archives de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, c'est possible de chercher des baptêmes, mariages, sépultures dans le registre original, puisqu'il est numérisé, c'est accessible, c'est gratuit, ça demande un abonnement, il faut s'inscrire, puis on peut aller consulter le registre entièrement comme ça. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je croirais, là. Qui ne dit mot consent? Alors, je vais retourner dans le registre d'État. Oui, il y a une question. Si quelqu'un parle, je ne sais pas c'est qui. Oui, c'est moi. C'est Claire Savard. Bonjour, Mme Savard. Bonjour. Je comprends que dans Family Search, c'est gratuit, on peut s'abonner. Oui. Mais moi, je suis abonnée à Généalogie Québec. Je vais chercher ces informations-là dans le fond de Rouen. Oui. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose.
C'est la même chose. Sauf que l'autre est gratuit, il y a autant d'informations? Dans Family Search, Oui. oui, en fait, il y a toutes les paroisses du Québec. Minimalement, voire plus encore. Essentiellement, là, c'est les Mormons qui ont fait ça. Là, vous connaissez un peu leur passion de la généalogie, là, parce Oui. que quand on se convertit à l'Église des Mormons, nos ancêtres deviennent Mormons, qu'ils le veuillent ou non, avec nous. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles les Mormons ont fait ce travail-là. Puis, je veux juste me permettre aussi d'ajouter une autre chose. Je vais surfer sur votre question, Madame Savard. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle le PRDH, Programme de recherche en démographie historique. C'est un moteur de recherche qui ne relève pas de BANQ. Et le PRDH a été construit par les gens là, en démographie historique de l'Université de Montréal. Et ils ont, eux, mis dans une espèce de fiche les informations principales que l'on retrouve dans chaque acte en question. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on peut cliquer sur les noms des personnes. Et si on clique, par exemple, sur le baptême de Joe Blow, ben, ça peut nous mener sur sa fiche de famille et savoir qu'il s'est marié en telle année avec telle personne, qui est mort à tel endroit en telle année, etc. Évidemment, le PRDH est un outil payant qui est super utile et qui est efficace, mais on n'a pas l'acte. Nous, en histoire, ce qui nous intéresse en premier, c'est le document d'origine. Et quand on va lire dans l'acte, on évite de faire des erreurs de recopiage ou d'entrée de données dans des formulaires. Il y en a quelques-unes, des erreurs, là, notamment dans le PRDH. Là. J'ai eu le bonheur d'en signaler quelques-unes là, à travers les années, mais généralement, c'est très, très fiable comme outil. Sinon, il y a moyen de retourner dans le registre. Évidemment, quand on cherche des personnes, puis qu'on n'a pas d'idée quand ils sont nés ou quand ils sont décédés, puis qu'on cherche au hasard, ben là, il faut passer les pages une par une, puis tout lire. Ce n'est pas nécessairement super agréable tout le temps, mais le travail des détectives, c'est ça. C'est ça qu'on fait en histoire. Il y avait Francine Trudel qui avait levé la main. Francine, je t'écoute. Oui, c'est juste pour appuyer sur Family Search parce que j'y vais souvent. Il y a aussi la fonction de recherche dans Family Search où on peut faire des recherches sur un ancêtre, n'importe lequel. Et, mais il y a aussi le fait, on disait au Québec, mais c'est international. Là. On peut chercher en Europe, on peut chercher aux États-Unis ou dans n'importe quelle province canadienne. Exact. Sauf que c'est pas toujours évident parce que je dirais que ça a été fait par des anglophones qui ne connaissent pas nécessairement les noms francophones. Donc, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne. Il faut être patient, mais ça fonctionne. Exact. Évidemment aussi, merci Francine, c'est vrai qu'internationalement, ça peut nous aider. Là. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des ancêtres immigrants qui ont immigré vers 1890, là, des Français et des Belges, là, puis il y a moyen de trouver des informations sur eux via Family Search, effectivement. Puis sinon, là, je ne l'ai pas mentionné encore, mais il y a tout le monstre, j'ose l'appeler comme ça, là, Ancestry, qui est une compagnie privée, en fait, qui offre pas mal tous les registres également là, disponibles et d'autres documents là, de l'État québécois, mais plus largement aussi nord-américain, voire mondial. Là, Ancestry là, ratisse très, très large dans le domaine là, de ce type d'informations-là. Mais là, ça, c'est un site payant, puis avec un abonnement international, c'est un payant qui peut devenir un peu cher. Mais enfin, vous savez que ça existe. Donc, il y a le registre de l'État civil du Québec qui nous donne une petite fenêtre, et ça dépend des paroisses. Là, la fenêtre peut être plus courte ou un peu plus longue, sur une certaine quantité de documents qu'on peut trouver dans le baptême, mariage, sépulture. Je précise qu'on n'indique pas la cause de décès dans les actes de sépulture. En fait, on le fait très rarement. En pleine pandémie, je me permets de vous dire que lors de l'épidémie de choléra qui a eu lieu dans les années 1830, dans le registre de la paroisse Saint-Ambroise, on a indiqué dans la marge, en fait, lors de sépulture de gens qui étaient décédés de l'épidémie, on a indiqué choléra. Alors, c'est à peu près la seule indication que je connaisse, en tout cas dans le registre de la paroisse Saint-Ambroise de la Génorette, de cause de décès. Des fois,
comment dire, on va laisser penser qu'il y a eu une cause de décès. Je vous donne un exemple d'un personnage de mémoire, c'était Guillaume Falardeau, le fils du pionnier qui s'appelait aussi Guillaume Falardeau, qui était décédé noyé au lac Saint-Joseph. On l'avait indiqué. Puis un autre, je pense que c'était, mais je ne suis pas certain, peut-être Jean le Rouge ou en tout cas, Emmanuel Lopez d'Imadère, un personnage de la fin du 17e. On avait indiqué qu'il était décédé après être revenu dans sa qualité d'enfant. Donc, il était redevenu un enfant, c'est-à-dire que probablement qu'il souffrait de démence, puis il était décédé éventuellement de ça. Alors, voilà pour mon deuxième. Mais Mario, oui, dans le cas de Jean Savard à la deuxième génération, c'est aussi écrit qu'il était en enfance. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ben, je trouve ça intéressant que vous le disiez. Là. Évidemment, je n'ai pas lu tous les actes là, du registre, mais quand il y a des trucs un peu plus qui sortent de l'ordinaire comme ça, je les retiens, mais ça me permet d'avoir un autre exemple. Merci beaucoup de me l'avoir mentionné. Puis là, évidemment, vous savez que la paroisse Sainte-Ambroise-la-Jeunette est créée en 1794, que le registre est ouvert avant, c'est-à-dire en 1761, par le missionnaire jésuite. Mais tous les gens qui ont vécu sur notre territoire avant, bien, ils relèvent du registre de la paroisse de Charlesbourg. Alors, on doit faire le même processus pour aller lire dans le registre de la paroisse de Charlesbourg. Voilà. Alors, mon troisième outil, ça c'était mon deuxième, je vais le laisser ouvert au cas où, c'est Revues et journaux québécois par BANQ. Écoutez, là, je vais ouvrir probablement là, dans la salle probablement que BANQ va chauffer ce soir après la conférence, j'ose imaginer, donc j'ose espérer que c'est le cas. À peu près tout ce qui existe comme journaux depuis la création des premiers journaux, là on parle du début des années 1800. Les tout premiers journaux, là, c'est fin des années 1700, après la conquête. Donc, au début des années 1800, au début du 19e, on commence à imprimer certains journaux. Et ces journaux-là sont numérisés par le service de numérisation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'outil de numérisation va aussi lier la capacité de chercher, grâce à un moteur de recherche, des noms de personnes ou des mots-clés dans les 10 journaux numérisés, sans qu'on prenne, par exemple, le journal La Patrie et qu'on le feuillette et qu'on cherche précisément dans La Patrie, quoi qu'on peut le faire. Si on cherche le nom d'une personne, par exemple un avis de décès, et si cette personne-là, on a publié l'avis de décès dans 8 journaux, bien on va le trouver dans les 8 journaux. Alors, tous les journaux numérisés sont soumis, j'oserais dire, à ce moteur de recherche qui permet de chercher en détail dans les 10 journaux. Et plus le temps avance, plus on numérise de journaux, donc plus l'information sur un tel, une telle qu'on a déjà cherché, on va pouvoir trouver d'autres informations, d'autres détails en faisant la même recherche qu'il y a un certain temps, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard. Alors, on tape revues et journaux ou archives journaux BANQ sur Google. On arrive sur cette page que vous voyez à l'écran présentement et on fait comme les 2 autres moteurs de recherche auparavant. On clique sur « Accéder ». Donc là, on arrive sur la page du moteur de recherche, similaire aux 2 précédents. Et la recherche que j'avais préparée, en fait, c'est la recherche qu'on peut faire dans les journaux là, d'un nom de personne. J'avais prévu un nom de personne sensationnel, évidemment, tu me comprends. J'avais prévu la recherche autour d'un personnage mythique qui s'appelle Bertha Baller. Bon, Bertha Baller, pour ceux qui ne le savent pas, est une dame d'origine juive, de religion juive, dont les parents vivaient dans l'Autriche-Hongrie à la veille de la Première Guerre mondiale et qui habitait un village qui s'appelait Tchernovitch et qui était un village ukrainien. Alors, Bertha Baller a immigré avec sa famille et s'est établi donc à Loretteville, au coin de Racine et de Valcartier, et a ouvert un magasin.
en fait, ses parents ont ouvert un magasin dans la dite maison et elle a vendu des choses, des vêtements, des chapeaux, etc. Elle est intéressante, elle est particulière, elle est de religion juive, elle est ukrainienne, austro-hongroise, je ne sais pas comment le nommer exactement. Puis, bien, elle va rester dans l'esprit de bien des gens à travers le temps. Donc, moi, je veux chercher sur elle. Ce que je sais, là, par exemple, là, chez nous, à la Société d'histoire, c'est la mémoire qu'elle évoque, c'est-à-dire les gens plus anciens, là, ils se souviennent d'elle. Donc, ils savaient qu'elle avait un magasin, tout ça. Mais ça reste relativement oral. On n'a pas de photo d'elle. On veut en savoir plus. Alors, je vais aller chercher dans les journaux s'il y a eu des nouvelles la concernant. Alors, je vais chercher tout bonnement Bertha Baller. Alors, vous voyez qu'il apparaît ici en haut 224 résultats. Là, évidemment, là, on peut y aller plus finement que ça. C'est un peu lourd de regarder chacun des 224 documents. Quoique c'est le genre d'affaires que je peux faire, là, mais que vous pouvez faire aussi là, quand on cherche de l'information particulière. Mais ça peut devenir un peu lourd à la longue. Là. Comme tu vois ici, là, il y a des nouvelles là, du 20 octobre 1956, etc., etc. Alors, juste avant d'aller plus loin, il y a M. Gilles Beaulieu qui a levé la main. Allez-y, M. Beaulieu. Shampoo fine, est-ce qu'on ne pourra pas inscrire corset liquide? C'est pas elle, les corsets liquides, mais je pense pas qu'on trouverait de l'information sur les corsets liquides. Les corsets liquides, c'était Eugénie Savard. Donc, ben, tu sais, c'est du monde qui vivait à la même époque et qui se connaissait sans doute. Alors, il y a moyen. Tantôt, je vous ai parlé là, du tri ici. Là. Bon, moi, je m'intéresse là, aux 224 résultats, mais je veux les classer. Alors, du moins récent au plus récent. Alors, ça va me donner 224 mêmes résultats. Puis là, je vais voir que ça ne fonctionne pas. Là. Il y a des nouvelles en 1856. Tu vois, là, ici, on me surligne en jaune là, BUL. Puis là, je vois que ce n'est pas tout à fait ça, là, puis que je ne suis pas dedans. Alors, moi, je voudrais être plus précis dans ma recherche là, pour m'assurer qu'il y ait seulement les résultats qui sont liés directement, sans doute, à Bertha Baller. Alors, c'est là que je vais aller dans le filtrage ici à droite. Là, tu vois, là, c'est écrit filtrer. Puis, il y a plusieurs moyens de filtrer. Puis, un des moyens de filtrer pour restreindre le plus possible, c'est cliquer ici sur recherche de proximité. Là, ce qui va arriver, c'est que le moteur, il va chercher Bertha et Baller quand ils sont proches l'un de l'autre. Donc, a priori, ça va nous les donner. Alors, je vais cliquer oui. Là, ça va nous amener à une autre. Ah, mais là, tu vois ici, j'arrive à 21 résultats. Alors, c'est beaucoup plus facile de chercher à 21 résultats qu'à 224. Alors, je vais faire la même chose. Je vais les classer, ils le sont probablement déjà, par date du moins récent au plus récent. Alors, ici, là, dans le Québec Chronicle du 28 juin 1923, il y a une nouvelle là, sur Bertha Baller. D'accord. En 1937, tu vois ici, il y a comme un détail là, autour de Bertha Baller. Là. Hein, tu vois ici, là? Je vais cliquer dessus, on va aller le lire. Dans le soleil, le 9 mars 1937. J'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qu'on disait sur Bertha Baller le 9 mars 1937. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais fermer ça ici en haut. Là. Et là, il y a le journal qui apparaît. Et là, on le laisse réfléchir un peu. Là. Vous voyez que la barre avance ici. Il faut attendre qu'elle soit complètement avancée pour voir notre mot-clé, Bertha Baller. Et là, on va voir ici, là. On voit ici apparaître, laissez-moi le trouver, une petite information. Voyons, où se trouve-t-elle? Bon, généralement, je vais te donner un truc aussi. Là, pour que ça aille mieux, pour faire ta recherche. Oui, on l'a ici. On va le regarder, mais je vais te montrer un autre truc sur comment faire aussi. Vous voyez ici en rose, c'est tout petit. On ne voit pas bien. Hein? On peut grossir. On peut grossir.
Je vais grossir un petit peu encore, encore. Tu vois, c'est ici, j'ai envie de voir bien. Je vais grossir, je vais grossir, je vais grossir, je vais grossir. C'est dans la catégorie magasin à louer hein, qu'on voit. Alors ici, là, je vais grossir encore pour que tout le monde puisse bien voir à l'écran. Alors, magasin à Loretteville avec logement de 8 chambres. Très bon. Oups, ça a bougé. Très bon poste de commerce, occupé depuis plusieurs années par Charles Baller. Alors là, tu apprends que le père de Bertha Baller s'appelait Charles. Alors, voilà. Un des plus beaux sites de la rue principale. Conviendrait bien pour différentes lignes d'affaires, libre immédiatement, si désiré. Information, écrire à Mademoiselle Bertha Baller, Loretteville, ou téléphoner à 102, sonner 2. Donc, en 1937, clairement, on comprend qu'on essayait de louer le magasin de la famille Baller. On l'offrait à la location. Probablement que ça n'a jamais été loué par la suite parce qu'effectivement, elle est restée là jusqu'à la fin de ses jours. Il y a un moyen de chercher pour aller voir mieux. C'est de cliquer sur les 4 flèches ici qu'on a qui s'appellent plein écran. Je vais le faire. Puis là, on va voir en plein écran le même journal. Puis là, vous voyez, ça, c'est le journal en question du 9 mars 1937, Le Soleil. Puis là, pour chercher Bertha Baller, c'est drôle parce qu'on voit HP Simon ici, là, à gauche, là. Pour chercher sur Bertha Baller, ben, on va faire CTRL F ou bien cliquer ici sur les petits points, puis aller dans Rechercher. Et là, moi, je cherche, par exemple, je cherche Loretteville. Hein? Alors, je vais trouver. Ah, il m'indique qu'il y a 3 mots Loretteville dans le journal en entier. Tu vois, ici, il y a une automobile à louer. En bleu, ici, là, on ne le lira pas, là, mais vous voyez bien. On a ici à droite, Loretteville, puis une 3e fois, probablement, chez Bertha Baller. Ou bien on a ici magasin loué, exactement. Donc, ce qui est bien avec cette fonction-là, que je viens de faire plein écran, ça permet de chercher et de voir mieux, en fait, ton mot-clé qui était Bertha Baller. Mais en même temps, tu soupçonnes peut-être qu'il y a d'autres mots-clés dans le même journal qui pourraient être utiles. Par exemple, si j'ai fait l'essai avec le mot Loretteville, bien, ça te permet de trouver d'autres mots-clés, d'autres informations dans une nouvelle plus loin, plus tôt dans le même journal. Alors, voici un petit truc. Moi, je le fais toujours de cette manière-là. C'est plus facile à voir, c'est plus facile à trouver dans le document. Donc, toujours en cliquant ici sur les 3 petits points en haut, en faisant rechercher, puis tu peux taper n'importe quel mot ici, puis il va te le trouver à travers le journal au complet. Alors, c'est fini l'époque où on prenait des journaux là, sur des microfilms là, aux Archives nationales ou à l'Université Laval, puis qu'on passait page par page et qu'on cherchait là, une petite information peut-être sur un tel ou une telle, ou qu'on faisait des échantillonnages là, pour voir là, un journal sur 10, pour voir si on ne trouverait pas une information sur X, Y, Z, débat ou publicité ou quoi que ce soit dans les journaux. Là, on peut chercher précisément, finement à l'intérieur de cet outil-là. Voilà. Donc, je vais retourner à la page du journal ici. Je vais reculer puisqu'on avait le 9 mars 1937. Mais tu vois aussi là, que ben là, c'était une pub pour louer le magasin. Là, on l'a le 9 mars, le 10 mars, le 11 mars, le 12 mars. Alors, il avait payé là, plusieurs jours de suite, 13, 15, 16 mars, etc., etc. Là. Tu vois qu'il y a plusieurs jours où on veut louer le document, louer le magasin. Voilà. Là, je vais aller un petit peu plus loin dans les résultats pour t'amener en fait à la description du décès de Bertha Baller. Ici, en cliquant sur le soleil du 1er novembre 1961. Donc, moi, je savais qu'elle était morte en 1961, là, Bertha Baller, mais j'aurais pu, en fait, avec cette information-là, si je remonte, aller filtrer avec des dates ici. Si je clique ici, puis dans ma requête que j'ai déjà faite, si je dis, mettons, de 1961, je ne me souviens pas de la date exacte, jusqu'à 1961,
hein, puis que là, je cherche appliquer. Là, on va me sortir 2 résultats. Alors là, moi, je veux lire sur la mort de Bertha Baller. Hein. D'abord, il y a le mercredi 1er novembre dans le Soleil et il y a dans l'Action catholique le samedi 11 novembre. Alors, je sais que dans le mercredi 1er novembre, il y a la description, en fait, de la mort de Bertha Baller, qui est un accident de voiture. Là. Elle s'est fait frapper par une voiture. Puis, dans le 11 novembre, on décrit, en fait, le rapport du coroner. Là, on fait état qu'il y a eu une enquête du coroner sur le décès de la dame et qu'on on va donner des informations à propos de ça. Retenez bien ça, hein? Le rapport du coroner. Alors ça m'intéresse hein, comme information parce que, bien sûr, moi, c'est le genre de rapport que je veux lire, là, pas parce que j'ai le goût de lire dans la vie des rapports du coroner, mais comme l'histoire est une discipline qui s'intéresse à tout, ben, chaque information qu'on pourrait retrouver dans chaque document, sur une personne, sur un événement, sur un lieu, ben, ça nous intéresse. Alors donc, puis vous voyez en fait ce qui est fascinant, c'est que dans les 2 nouvelles que vous voyez à l'écran présentement, on a Mademoiselle Bertha Baller, 56 ans, et dans l'Action sociale catholique, on mentionne Bertha Baller, 58 ans. Alors donc, vous voyez que là, il y a des vérifications à faire là, pour trouver son âge exact. Ceci dit, là, on peut cliquer là, sur la 2e nouvelle. Puis vous allez voir qu'il est fait mention du rapport du coroner. Vous voyez que c'est la copie de la salle de lecture de la Chambre du Sénat à Ottawa qui a été numérisée. C'est drôle, la petite étiquette qu'on a ici, là, de l'Action catholique. Donc là, c'est terminé. Donc, et on va voir apparaître ici, là, à gauche complètement, le autre cas, le docteur Raymond a rendu un autre verdict de mort accidentelle dans le cas de Mademoiselle Bertha Baller, 58 ans, 198 rue Racine-Loretteville, qui a été renversée par la camionnette de M. Léandre Gauvin de l'ancienne Lorette sur la route numéro 2 à Sainte-Monique-les-Saules le 31 octobre dernier. Les témoins à cette enquête n'ont pu dire exactement d'où venait la victime. Le conducteur de la camionnette a déclaré qu'il avait aperçu la victime comme un paquet noir du côté gauche de son véhicule, trop tard pour l'éviter. Alors donc, là, il y a mention d'un docteur qui a fait une enquête sur l'accident. Alors moi, ça me donne un indice sur comment faire éventuellement pour chercher et trouver, surtout, le rapport du coroner qui a fait enquête sur l'accident. Alors, évidemment, là, j'ose utiliser une expression anglaise là, qui dit « sky is the limit ». Dans la quantité d'informations qu'on peut chercher à l'aide de ce moteur de recherche-là. C'est un moteur de recherche incroyable. C'est clair que j'y vais à chaque semaine dans ma vie et que je cherche des informations sur un tel, une telle, tout le temps. Puis, ce qui est super intéressant, je vais faire un retour en arrière. Là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus, là, périodiquement, de journaux qui sont numérisés et qui donnent de l'information, qui complètent de l'information sur un événement dont on avait déjà entendu parler ou qu'on avait déjà lu dans un journal précédent et qui nous permet d'aller plus loin. Je vous donne à ce sujet un exemple tout à fait particulier. Mon arrière-grand-oncle, qui s'appelait Henri Menu, est arrivé d'un village en France qui s'appelle Rozoy-sur-Serre vers 1890 et il a été pris dans une histoire de fabrication de fausses monnaies assez rapidement après son arrivée ici, en 1894 de mémoire. Et il y a eu un procès le concernant. Donc, retenez ça aussi, procès, j'y viendrai à la fin tout à l'heure. Puis, la nouvelle de son procès a paru dans plusieurs journaux. Alors, j'avais trouvé tous les journaux dans lesquels la nouvelle était parue et j'ai refait une autre fois, quelques temps après avoir fait la première recherche, la même recherche, et là, il m'est apparu un nouveau journal dans lequel on avait la même information. Alors, je l'ai lu, et là, il y avait un détail supplémentaire. On avait mentionné dans ce nouveau journal que ses parents et mon arrière-grand-oncle et mon arrière-grand-père, donc son frère, étaient arrivés et avaient tenté d'obtenir une terre au Manitoba
que ça avait échoué. C'est pour ça qu'il s'était retrouvé finalement à Montréal et que là, un peu là, désœuvré, c'est dans ce contexte-là qu'il s'était retrouvé à fabriquer de la fausse monnaie. Donc, la nouvelle, tenter de trouver une terre au Manitoba, avait ouvert une porte considérable pour moi. Alors, évidemment, j'ai questionné les archives du Manitoba pour tenter de voir comment est-ce qu'ils ont pu se retrouver là-bas, s'ils ont eu une terre, comment que ça a fonctionné, tout ça. Bon, les archives du Manitoba m'ont pas trouvé de réponse, mais j'ai tenté la recherche quand même pour en arriver à des résultats. Alors, évidemment, là, si ça a été publié, vous allez le trouver. C'est sûr et certain. Puis évidemment, au 20e siècle, on publie là, beaucoup, vous le savez. Au 19e, là, plus tu recules dans le 19e, là, je te dirais de 1870 à 1900, là, on publie quand même assez. Mais avant 1870, oups, il y a moins de journaux, on trouve moins d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'événements, il y en a eu, mais on les a moins publiés. Alors ça, c'est un moteur de recherche exceptionnel. Vraiment, là, c'est un grand bonheur de le consulter. Alors, je vais passer à mon prochain moteur, si vous me permettez. Oui, vous me permettez sûrement. Ah oui, ça, on l'avait vu. Je vais garder la page ouverte au cas où, mais là, ça fait bouger ma page de Zoom. Ah, mon prochain moteur de recherche, c'est le même principe. Moi, je m'intéresse à un tel, une telle. Ils se sont mariés, puis tout ça, mais ils ont fait un contrat de mariage. Ils ont acheté une maison. Ils ont fait un testament. Alors, évidemment, c'est le notaire qui fait ça. Puis ça m'intéresse d'aller fouiller chez les notaires pour en apprendre davantage. Alors, je vais aller chercher dans des archives. Alors, je vais taper dans Google archives notaires BANQ. Je tombe sur cette page-là, Archives des notaires du Québec. Je clique sur Accéder. Et moi, je sais, par exemple, alors l'exemple que j'avais fourni dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, là, je sais que, par exemple, il y a des notaires dont le greffe est entièrement numérisé. Je sais qu'il y a des notaires que seulement l'index est numérisé. Alors moi, je vais aller fouiller dans ces greffes-là. Ça m'évite un déplacement aux Archives nationales à Québec ou ailleurs, hein, si je fais des recherches sur des territoires autres. Puis, ça me permet de trouver l'information. Comme par exemple, on a un notaire ici là, qui a œuvré sur le territoire de la Haute-Saint-Charles qui s'appelle Dominique Lefrançois. Bon, lui, Dominique Lefrançois, je vais taper son nom. Toujours dans l'écran de recherche. Puis, je vais cliquer sur la loupe pour le trouver. Alors, vous voyez que Dominique Lefrançois est un notaire qui a œuvré de 1810 à 1860. Je vais cliquer dessus. Et malheureusement, Dominique Lefrançois est un notaire dont le greffe n'est pas numérisé. Cependant, ça peut peut-être m'aider pour me partir. Ben, il y a un répertoire chronologique. Évidemment, il n'y a pas d'index nominatif. C'est un peu désagréable. Dominique, là, si je pouvais te rencontrer et te dire que tu as raté en ne faisant pas d'index nominal, je te le dirais. Mais tu as quand même un répertoire chronologique. Alors, vous avez son répertoire chronologique ici. Alors, j'ai cliqué dessus et tu l'as par à peu près 5 ans, là, hein, 1810, 1816, etc. Alors, évidemment, moi, ça m'intéresse. Puis, je vais aller voir les actes hein, dans le répertoire. Là. Je ne peux pas lire l'acte, mais je peux lire la description de l'acte dans son répertoire chronologique. Alors, je vais grossir, tu vas voir. Alors, je sais qu'en 1810, le 13 mai, son premier document qu'il a rédigé, c'est un mariage, un contrat entre Jacques Georgette dit Tranquille, c'est un drôle de nom, et Luce Angèle Jalbert ou Robert ou Gobert, je ne sais pas quoi. Donc, c'est le 13 mai 1810. Moi, je m'intéresse à une vente. C'est faite entre François Billet et André Bégin, etc., etc. Alors, je peux, si j'ai beaucoup de temps dans la vie, m'attarder à chercher comme ça là, les noms de personnes, puis dire, ah ben, mon arrière-grand-père, telle année. Probablement que c'est dans ces années-là, fait que je peux chercher pendant quelques pages, là, regarder page par page, voir des documents, voir s'il y a des noms de personnes qui touchent à ma recherche. Donc, ça, c'est une chose. Une fois que tu as trouvé le nom, mettons, je ne sais pas moi,
Ici, par exemple, l'engagement du 30 doit être juin. L'engagement de Joseph Lohan ou quelque chose comme ça à James Cartray, je ne sais pas quoi, ben, ça m'intéresse de le lire. Alors, je note la date, 30 juin 1810, et là, je communique avec les Archives nationales, je leur dis, j'aimerais ça obtenir cet acte-là. Eux, ils vont le prendre, ils vont le numériser, puis ils peuvent vous l'envoyer par PDF, par courriel, en moyennant quelques frais de numérisation. Si tu en as plusieurs, ça fonctionne aussi. Quelques frais, puis ça ne coûte pas très cher, là, quelques dollars, puis tu as des documents que tu veux. Tu peux aussi aller sur place pour le consulter. Donc, le document original, là, tu peux aller le consulter sans problème, prendre des notes et tout ça. Voilà, ça, c'est un exemple de notaire qui n'est pas entièrement numérisé et qui n'a pas d'index, qui n'a qu'un répertoire chronologique. Je fais retour. Je vais m'intéresser à un autre notaire qui, je sais, est entièrement numérisé. Par exemple, Paul Picard. Le notaire Paul Picard. Alors, il m'intéresse, lui. Alors, il a œuvré de 1870 à 1904. Je vais cliquer dessus. Alors, lui, Paul Picard, il a non seulement un répertoire chronologique. Alors, tu peux chercher par année. Il a un index des noms. Alors, les noms de famille de A à O et de P à W. Je ne sais pas, tu cherches Trudel ou tu cherches Savard, hein? Joseph Savard, ou je ne sais pas qui, Charles Trudel. Bon, il t'intéresse. Alors, tu vas voir dans T, hein, cliquant ici sur PAW, par exemple. Puis là, tu vas chercher, là, hein, il y a 19 pages, là. Puis là, je suis dans P. Puis là, si tu fais P après P, ben, tu vas plus loin, tu arrives à T. Puis là, tu regardes à côté là, de la personne que tu cherches. Puis là, il y a des numéros. Ces numéros-là sont les numéros de la minute du notaire, c'est-à-dire le numéro de l'acte, le 250 ou 283e acte ici. Là. Fait que là, tu peux, à ce moment-là, si je fais retour, aller dans les actes. Pardon, j'ai bougé vite, je suis désolé. Aller chercher l'acte, les A par numéro ici. Je disais l'acte 283. Alors, je vais aller le voir, l'acte 283. Je vais essayer sans trop t'étourdir. Là. Alors, tu vois ici, là, je ne ferai pas tous les numéros. C'est un peu fastidieux à l'écran comme ça, là, à distance. Mais tu vois ici, par exemple, le numéro 201. Tu vois, numéro 201, tu as la date, 13 juin 1875. C'est le testament du sieur Jean d'Aigle. Alors ici, l'an 1875, le 13e ou 16e jour de juin après-midi, à la vérification de sieur Jean résident à la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette par devant. Nous, notaires publics pour la province de Québec, blablabla, blablabla. Puis là, tu peux lire le texte. Puis là, ça t'intéresse parce que c'est le testament de ton arrière-grand-père. Puis là, tu as le goût de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis là, ça te donne des informations. Puis il a donné un tel. Puis il a donné telle affaire. Puis tout ça. Puis ben, tu le lis. Puis ça t'ouvre des portes sur bien d'autres choses par la suite. Donc, 3 rubriques là, chez Paul Picard. Le répertoire chronologique, l'index des noms et les actes. Je vais te donner un autre petit truc aussi. Si je reviens à la page du départ des notaires, là, j'ai tapé par nom de personne, mais je peux taper aussi par lieu. Alors, si je tape, par exemple, Loretteville, que je fais rechercher, bien là, il y a tous les notaires qui ont œuvré à Loretteville. Alors, évidemment, sans doute que, en fait, j'ose croire là, que les notaires entre eux se faisaient compétition. Et par conséquent, il y a des gens qui faisaient affaire avec un notaire, puis d'autres personnes qui faisaient affaire avec un autre notaire. Alors, d'une manière contemporaine, il y a des notaires qui ont travaillé ensemble et qui ont produit des documents. Comme vous voyez, Paul Picard apparaît ici, mais il y a d'autres notaires qui apparaissent, comme par exemple Jean-Baptiste Panet ou Louis Siffroy-Laroche, par exemple. Alors, ce n'est pas parfait parce que moi, je sais qu'il y a un autre notaire super important, mais qui œuvrait à Québec, mais qui travaillait ici beaucoup aussi à Loretteville. C'est Jean-Baptiste Delage.
Alors, si je tape son nom ici, qui n'est pas apparu, en fait, dans ma recherche géographique, Jean-Baptiste Delage. Si je tape son nom, ben, je tape sur son greffe. Puis lui, si je clique, Jean-Baptiste Delage, ben, c'est 65 371 pages de documents, là. Alors, c'est énorme, c'est de 1860 à 1914. C'est 54 ans d'actes notariés avec des minutes, là, évidemment, là, tu vois, là, jusqu'à la fin, je ne vais pas t'étourdir, là, mais jusqu'à la minute 18 184. Donc, c'est 18 184 documents qu'il a produits en 54 ans. Évidemment, avec ça, ça te prend un répertoire chronologique et un index des noms. Sinon, là, tu ne t'y retrouveras jamais. C'est bien trop immense comme document. Alors, voilà. Voilà pour les notaires. Alors, notaire, là, c'est plusieurs documents, là. C'est tout type de contrat ou à peu près. C'est des testaments, c'est des ventes, entre autres, là, des ventes de maisons, de terres, etc. etc. Là, tout ce que vous faites chez le notaire encore dans vos vies aujourd'hui, ben, c'est les mêmes choses que l'on faisait à cette époque-là. Alors, voilà pour le travail des notaires. Évidemment, de chercher par géographiquement en tapant des noms ou des régions, c'est super intéressant parce que tu ne sais pas nécessairement tout le temps quel notaire va te donner la réponse ou va être celui qui va œuvrer dans tel ou tel contrat, là. Alors, pour avoir eu le bonheur de chercher là, en Mauricie, là, je vais vous dire que la question de la recherche géographique est super intéressante ici, là, bien sûr. Donc, ici à côté, j'avais quoi? Ah! Nous voici maintenant devant la page d'accueil du moteur d'archives, excluant ceux que j'ai présentés précédemment, du moteur d'archives des Archives nationales du Québec. Alors, si tu pensais que tu allais passer beaucoup d'heures à chercher dans les journaux anciens, eh bien, sache que tu vas chercher peut-être 1000 fois plus d'heures à l'aide de ce moteur de recherche-là qui s'appelle Advitam. Alors, tu as essentiellement juste à taper Advitam dans un moteur de recherche ou Advitam BANQ et tu vas rapidement tomber sur cette page d'accueil qui te permet de trouver là, très facilement les documents que tu cherches. Alors, évidemment, là, ce moteur de recherche-là, BANQ, c'est les archives nationales. Essentiellement, là, ce sont les archives de l'État depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Alors, ça peut être plein de choses là, qui sont conservées par l'État. C'est des milliers de possibilités de documents qu'on va trouver. Tu peux chercher de deux manières là-dedans, avec une recherche simple. C'est ce qu'on fera dans un instant, là, en tapant un mot-clé ici, là, juste à côté dans la case, ou tu peux aussi chercher en faisant une recherche avancée. Hein? On va le faire éventuellement, une recherche avancée. Bon, évidemment, j'ai stagé des recherches là, pour parler ainsi. Là. Évidemment, tu connais mon personnage fétiche de la fin du 19e siècle, du 18e siècle et de la fin du 17e et du début du 18e siècle. Tu vois, là, juste à commencer son nom, il apparaît dans l'écran de la recherche. Alors moi, là, je suis tombé là, j'ai assisté à une conférence à la Société d'Histoire. Il parlait d'un gars qui s'appelait Nicolas Ledoux-Dilatreille. Puis ben, moi, ça m'intéresse d'en savoir plus. Puis je vais aller lire des documents le concernant. Ben, c'est ça que va te permettre Advitam. Alors, je clique sur Rechercher et là, j'arrive à 43 résultats ici. D'accord? Tous des résultats où on a Nicolas Ledoux-Dilatreille. Alors, ici, tu as un procès en 1737. Ce n'est pas celui qui m'intéresse. Tu as un autre procès ici. C'était pas facile, hein? En 1740. Tu as un procès en 1705 contre François Chartré, pardon. C'est pas tout à fait celui-là que je cherchais, c'est un autre. Tu as un autre procès avec, on n'a pas l'année précise ici, un point d'interrogation, avec Robert Demers, etc. Alors, tu as plein d'informations judiciaires, parce que c'est un gars qui était judiciarisé, là, Nicolas Ledoux-Dilatreille, et que tu peux chercher et trouver comme ça, et qui sont numérisés. Comme par exemple, ici, tu as un document qui date de 1714. C'est un document qui s'appelle Tutelle aux mineurs, donc ses enfants mineurs, de Nicolas Ledoux-Dilatreille, bourgeois de Québec, et de Feu,
donc sa femme décédée, Marie-Agnès Bonodo. Alors, on va aller voir le document. Donc, c'est toujours la même organisation d'écran. Vous voyez le document comme ça. Donc, c'est une page qui a été écrite récemment, là, le 28 décembre 1714. Je vais faire la page 2 ici avec la flèche à gauche. Et là, j'ai le document de la tutelle en question que je peux lire. Si je suis capable, là, bien sûr. Des fois, je ne suis pas capable. Des fois, je peux. Là. Alors, tu vois ici, là, l'an 1714, le 28e jour de décembre, etc. D'accord? Alors, j'ai un peu de difficulté à le lire celui-là, je dois avouer. Mais en se concentrant et en prenant le temps, on peut lire le document puis trouver l'information qu'on veut. On peut grossir si on pense que ça nous aide à lire. On peut rapetisser si on pense que ça nous aide à lire. On peut aller voir la page suivante pour le fun. C'est la fin du document, les signatures, etc., etc. Donc, on peut chercher puis on peut trouver beaucoup d'informations en tapant des noms de personnes comme celui que j'ai évoqué il y a un instant, Nicolas Ledoux du Ladreille. Donc, je retourne à la page de l'écran des résultats. Puis, ben, je vois que tout ce qui touche à Nicolas Ledoux du Ladreille est présent dans la requête qui a été trouvée, qui a été faite, etc. Là, je ne te passerai pas l'ensemble des documents, mais tu pourras le faire chez toi plus tard, là, après la conférence de ce soir, puis tu pourras l'essayer avec Advitam. Donc, ça, c'était une recherche simple. Là, je vais remonter rapidement. Puis là, moi, je me suis dit, ouais, mais Nicolas Ledoux du Ladreille, il me semble que Mario Lucier, dans une conférence, il avait dit que ça touchait à un procès qui s'était déroulé à la suite d'un événement en novembre 1704, puis que ça s'était terminé quelque part en janvier 1705. Fait que là, je vais aller travailler ici plus finement dans mes années. Tu vois, je peux bouger ici mes années pour dire, ben, je veux commencer, mettons, en 1703, pour être sûr. Puis je veux finir en 1700, mettons, pour se donner un petit peu de lousse, 1710. Puis là, oups, là, je passe à 14 résultats plutôt que 44 ou 43 là, précédemment. Alors là, on est plus précis par rapport au procès qui nous intéresse, là, contre François Chartré, là. Hein, des comptes de frais à payer par Nicolas Ledoux du Ladreille à la requête de François Chartré. Alors, il l'avait battu à coups de bâton. Là, on s'en souvient, en revenant du Moulin des Mers, après être allé faire un mot de son grain. Hein, Chartré avait crié à moi, au meurtre, on m'assassine. Puis, etc., etc. On connaît l'histoire un peu, je vous l'ai déjà raconté. Puis, voilà, donc les documents, j'en ai beaucoup moins dans ma requête, puis ben, ça me permet d'être plus précis. Je vais remonter, je ne vais pas t'étourdir, en précisant les années de manière plus fine. J'arrive à 14 résultats au lieu d'une quarantaine. Alors, je vais revenir puis je vais faire, tiens, nouvelle recherche en cliquant sur le bouton blanc. Là. Nouvelle recherche. Mais moi, ça me tente d'avoir une manière plus récente. Vous souvenez-vous, vous autres, de la skieuse là, en biathlon, là, s'appelait, là, comment là, déjà? Myriam Bédard. Alors, je veux chercher sur Myriam Bédard. Alors, cliquez. Donc, la championne déchue un peu. Là, là j'arrive à des informations avec des documents qui ne sont pas numérisés. Tu vois, ici, je ne peux pas cliquer avec ma souris. C'est un document qui n'est pas numérisé. Mais je pourrais demander de le consulter. Alors, si je clique ici sur le Myriam Bédard, je vais aller sur le document, mais je ne peux pas avoir le document. Donc, ça me dit quoi? Alors, c'est un fonds qui s'appelle le fonds Rénal Lavoie. Hein? Il y a 64 photographies, 18 négatifs noir et blanc et 46 positifs couleur. Description. Myriam Bédard, en 1994, de retour des Jeux olympiques de Lillehammer, où elle a remporté 2 médailles d'or à l'épreuve des 15 km individuels et 7,7 km en sprint. Donc, évidemment, on dit que c'est protégé par droit d'auteur. Puis moi, si ça m'intéresse, ben, je peux envoyer un courriel aux Archives nationales pour leur demander si c'est possible de consulter
sur place les 64 photos ou d'avoir une ou deux photos originales qui me soient envoyées, moyennant certains frais. On me les envoie par courriel, puis voilà. Alors donc, quand ce n'est pas disponible en ligne, là, tu vois qu'il y a un paquet de documents qui ne sont pas disponibles en ligne. Je vais descendre un petit peu. Oh, jusqu'à temps qu'on arrive ici à une photo, entre autres, dans le fond de la presse. BNQ Vieux-Montréal. Tu vois que ce n'est pas juste à Québec? Ben moi, cette photo-là m'intéresserait. Parce que moi, je fais un livre sur l'histoire du sport où je m'intéresse à Myriam Bédard, là, qui habitait sur la rue Fortier à Loretteville à cette époque-là. Ben, je clique sur sa photo. Puis là, ben, je peux la voir. Vous la voyez? Je la vois la photo. Je peux la grossir. Bon, elle portait des boucles d'oreilles. Elle avait je sais pas, un toupette coupé droite, elle avait un bandeau, je sais pas. En tout cas, puis il y a le signe olympique en arrière, puis blablabla. Ben, je suis content d'avoir la photo. Wow, OK, j'ai une photo de Myriam Bédard. Voilà. Alors, donc, c'est le type de choses que l'on peut faire. Tu vois, il y a toujours une description des trucs, même si ce n'est pas numérisé. OK? Tu vois, ici, je ne peux pas cliquer jamais. Je vais t'amener maintenant, là, évidemment, Ad Vitam, là, c'est sans fin. Là, tu peux chercher là, des trucs, là, des enregistrements audio, il y a des extraits vidéo, il y a des photos, il y a des documents écrits, il y a des documents de l'État, il y a des documents de l'époque seigneuriale, il y a tout. En fait, l'histoire, c'est tout. Bien, les archives nationales, c'est tout également. Donc, tu peux tout trouver. Beaucoup en ligne. Beaucoup pas en ligne aussi, mais il y a moyen d'avoir de l'information même si ce n'est pas en ligne. Alors, je vais remonter en haut. Donc, Ad Vitam, tu peux modifier ta recherche, la préciser avec pour affiner la recherche, là, ce qui correspond à faire une recherche en détail, là, approfondie. Et là, je vais aller, en fait, dans ma dernière diapositive que j'avais préparée, en fait, là, puis je vais éventuellement terminer là-dessus, puis peut-être prendre des questions là, éventuellement. Je vais vous donner quelques exemples de documents que j'ai commandés aux Archives nationales, bon, qui ne relèvent pas du territoire de la Haute-Saint-Charles, parce que je n'ai pas fait précisément ces recherches-là avec le territoire de la Haute-Saint-Charles, mais plus dans mon histoire familiale. Puis, tu sais, on ne se cachera pas que c'est pas mal ça qui nous démarre là, dans notre intérêt là, généalogique ou d'histoire familiale. Alors, j'ai cherché, moi, par exemple, là, il était question de mon grand-père maternel. Moi, mon grand-père maternel, il y a une rumeur dans ma famille qui dit il est mort à 40 ans après avoir mangé, je pense que c'est un smoke meat, là, je ne sais plus trop, un ragoût de pâte de cochon en plein été. Il avait bu un Pepsi froid en pleine canicule après avoir mangé ça. Il est sorti du restaurant, il est tombé à terre, il est mort. Paf! Alors, c'est à peu près tout ce qu'on sait dans ma famille. Il est mort à 39-40 ans en 1949, puis on ne sait rien de plus. Alors, j'ai cherché. Et un jour, j'ai comme eu le flash de dire, ben, s'il est mort en tombant dans la rue, il y a sans doute eu une enquête du coroner. Alors, j'ai contacté les Archives nationales à Montréal parce que c'est à Montréal qu'il est décédé. J'ai dit, pouvez-vous me trouver, là, j'ai fait semblant que je pensais qu'il y en avait un, le rapport du coroner à la suite du décès de mon grand-père, Joseph Lambert, en 1949, à peu près telle date. Voilà. Alors, j'envoie le courriel, c'est un hameçon à la mer, puis ils me répondent, puis ils trouvent le document, chose que je n'avais jamais vue. Ils me numérisent ce que vous voyez, le rapport du coroner à la suite du décès de mon grand-père. Alors, je ne l'ai jamais connu, il est mort en 1949, puis il n'y a à peu près plus personne de vivant qui l'a connu, là, mon grand-père. Mais j'ai eu ce document-là, puis ça m'a donné un petit morceau de casse-tête de plus pour recréer, reconstruire sa vie. Alors, rapport du coroner, rapport au sujet de la mort de Joseph Lambert, 40 ans, du 40-49 Ontario-Ouest à Montréal, le 5 juin 1949, à l'hôpital Notre-Dame. Il n'y a pas grand-chose, tu vas voir. Circonstances de la mort par le docteur Fontaine, comme mort à l'hôpital, établissent qu'il s'agit d'une cause naturelle. Bon, il est mort naturellement à 40 ans, c'est pas sympathique. Témoin, hein? Bon, il y avait des témoins. Il y avait le docteur Fontaine, médecin légiste, déclaré la cause de décès. La cause, c'est défaillance cardiaque
endocardite subaiguë. Fait que là, j'apprends la cause de décès de mon grand-père. Il n'y a personne qui le savait. On se doutait que c'était quelque chose de même, mais j'ai la cause précise. Wow! Le deuxième témoin, Marcel Milotte, 223 41 47 La Salle, Montréal. Mon beau-frère a épousé la sœur de ma femme Laurette Bélan. Il était enfant adopté de William Rail et Hélène Wagner, mère décédée de Gaspé. Il travaillait à la Wartime Housing Barrack à Longueuil, âgé de 40 ans, né à Québec, inhumation à Montréal. Il est décédé, directeur funéraire, Pat Provencher, le 15 juin 1949. Wow, c'est tout. C'est juste ça. Je viens d'apprendre ça. Le 5 juin 1949, un rapport du coroner qui me donne cette information-là sur le décès de mon grand-père. Comme je l'ai dit, c'est pas grand-chose. C'est un mini morceau de casse-tête dans un immense casse-tête qui se construit très, très lentement et très, très partiellement. Mais bon, pour moi, là, j'étais fou raide quand ils m'ont écrit pour me dire qu'il fallait que je les rappelle pour payer avec ma carte de crédit et qu'ils avaient trouvé le document. Autre type de document que je peux trouver aussi, j'ai un autre document ici, par exemple, c'est un moment donné, en fait, j'avais trouvé dans un journal qu'il y avait eu un conflit entre mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Michel Sénécal et sa femme Edwidge Chagnon. Et Edwidge Chagnon avait demandé une séparation de corps entre elle et son mari. Évidemment, tu sais bien que j'ai commandé le document en question. Donc, je vais t'épargner la lecture du dit document. Là, il fait 15 pages. Mais j'ai 15 pages de documents sur le procès entre Edwidge Chagnon, comme tu peux voir, toutes sortes de pages, et mon arrière-arrière-grand-père, Michel Sénécal. Bon, évidemment, là, il faut démêler tout ça, essayer de tout comprendre ça dans un langage un peu légal, puis tout ça. Mais quand même, tu te dis, ben, je suis content d'avoir trouvé l'information sur des personnes en 1870. Sinon, j'avais un autre exemple de procès, si je me souviens bien. C'est-tu ça? Non, je pense que je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas allumé, enfin. Par exemple, un autre procès que je ne te l'ai pas mis à l'écran, là, que j'avais trouvé, c'était un procès entre mon arrière-arrière-grand-père d'une autre branche, qui était un immigrant belge, qui s'appelait Jean Staut, S-T-A-U-T. Et j'avais trouvé une nouvelle dans le journal, dans le BANQ, Archives Journaux, disant qu'il y avait eu un accident en travaillant comme tuyauteur à la ville de Montréal. Puis, il avait poursuivi la ville de Montréal à la suite de cet accident-là parce qu'il avait été blessé et ben voilà, c'est ça, il y avait eu un procès. Bon, ça s'arrêtait là, la nouvelle dans le journal. Alors, moi, j'étais un procès, c'est sûr que c'est documenté. Alors, moi, je suis allé chercher, j'ai demandé l'information aux Archives nationales à Montréal. Ils ont trouvé le procès. Ils m'ont envoyé les 15-20 pages du procès. Entre autres, là-dedans, il y avait le testament de mon arrière-grand-père parce qu'il va mourir, là, paralysé des jambes après cet accident-là. Sa femme va continuer le procès par la suite après le décès. Donc, tu trouves plein d'informations sur des trucs que tu n'as pas en ligne, c'est pas numérisé, mais tu sais que ça existe probablement et tu le commandes. Ils sont super efficaces et gentils là, aux archives. Ils t'écrivent, ils disent oui, on l'a trouvé. Ça va te coûter 3,25. Ça m'a déjà coûté 37 et quelque chose là, pour certains documents. Parce qu'il y avait genre 75 pages de documents, évidemment. Là. On paye puis on veut l'avoir, là, c'est certain. Des fois, c'est à 3 pages, ça te coûte 2,25. Puis, ben voilà, ils te l'envoient en PDF. Tu peux le garder puis l'envoyer à ta famille puis tout ça par la suite. Alors, je vais départager mon écran maintenant et prendre vos questions s'il y en a. Alors, je vous retrouve, je vous vois. Je ne vous voyais pas, j'avais peur de parler dans le vide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si ça répond à vos attentes, en fait, sur les outils qu'on a à BANQ. En fait, les outils, ce n'est pas tous les outils que je vous ai présentés. Là, il y en aurait d'autres. Mais en tout cas, c'est minimalement une introduction
Puis je tiens à vous dire que moi, là, je me promène dans ces outils-là là, à chaque fois qu'il y a un mercredi d'histoire pour aller valider des informations ou valider des informations orales aussi, là, essayer de trouver des écrits qui vont le démontrer. Alors, je vais prendre des questions. Il y en a deux. Il y a Francine et M. Yves Carrier-Pi qui ont également levé la main. Madame Trudel, allez-y, Francine. Je voudrais juste savoir, les rapports du coroner, les procès, est-ce que c'est répertorié dans ad vitam ou non, il faut communiquer? Oui, c'est ça. Généralement, tu sais, il faut que tu partes d'un indice. Là, mais moi, c'est comme ça que je trouve. Là. En fait, sur place, il y a probablement des index de procès. Là. Hein, sur place. Mais quand tu trouves un indice qu'il y aurait eu un procès entre un tel et un tel, puis là, tu as une fenêtre d'année, puis des fois, dans une nouvelle d'un journal, on mentionne un juge, bien là, à ce moment-là, tu sais, tu as un indice qu'il y en a eu un, puis il existe. Il y a des documents, c'est sûr qu'ils vont te l'envoyer. Donc, c'est comme ça un peu que je procède. Puis pour les rapports du coroner, c'est la même chose. Mais le rapport du coroner, tu sais, je suis allé à la pêche avec mon grand-père, là. Récemment, en fait, c'est vraiment il n'y a pas longtemps que je suis allé à la pêche. Là. C'est il y a quelques mois là, à peine là, que j'ai obtenu des informations sur le décès de mon grand-père maternel. Mais tout ce qui est une mort suspecte, violente ou en public ou quelque chose comme ça, ben, il va faire appel à un rapport du coroner. Je te donne un exemple tout à fait précis. Le frère de mon arrière-grand-mère paternelle, il s'appelait Arthur Sénécal, qui est le fils des deux autres dont j'ai parlé tantôt. Il était célibataire, il avait 84 ans. Il est tombé dans sa chambre à Saint-Charles-sur-Richelieu avec sa canne. Il s'est fracturé la hanche, puis il en est mort. Il y a eu un rapport du coroner. Hein? Il dit à peu près rien. Arthur Sénécal était un vieillard qui vivait seul. Il s'est fracturé la hanche. Il en est décédé. T'sais, ça dit ça, cause de la mort, mort naturelle. T'sais? Généralement, c'est ça. C'est rare qu'il y ait des morts, des meurtres là, ou des choses comme ça. Mais tu sais, là, je ne l'ai pas fait encore, mais je me promets de le faire là, bientôt, là, de commander le rapport du coroner à la suite du décès de Bertha Baller. Là. Mais il faut être conscient aussi que ce type de document-là, des rapports du coroner, des fois, il y a des informations moins agréables à lire, on va dire ça comme ça. Un autre, le faux monnayeur dans ma famille, là, Henri Menu, là, ben lui, il est mort violemment aussi parce qu'il fabriquait de la bagosse dans son logement à Lachine, en banlieue de Montréal. Le chaudron de mélasse a débordé, a éteint le feu du pilote de gaz sur la gazinière, mais le gaz a continué à se répandre dans l'appartement. Il est mort avec sa femme en respirant le gaz. Et il en pense, c'est drôle, c'est en 1936, une histoire épouvantable. Le faux monnayeur qui meurt en faisant de l'alcool frelaté dans son logement. Alors, dans le rapport du coroner, on décrit les corps dans l'appartement. Ça dit l'homme avec un teint gris, très, très maigre, était couché dans son lit. La grosse femme était couchée par terre dans la cuisine. On donne des détails comme ça. Fait que, je le sais que Bertha Baller, quand il est décédé, s'est fait frapper par 2 camions, un après l'autre. Fait que j'ai peur un peu de le commander puis de le lire. Là. On se comprend, mais bon, c'est des informations qui restent publiques et disponibles pour les chercheurs. C'est notre cas là, à la Société d'histoire. Mais on ne les retrouve pas, je veux dire, indexés, les rapports de coroner, qu'on peut faire une recherche s'il y a un rapport de coroner sur une personne, par exemple. Bon, y a-t-il une banque de rapports de coroner? Oui. Si tu. Puis là, je ne l'ai pas présenté parce que je voyais que l'heure avançait, là, mais il y a un autre outil, en fait, qui va exister, mais que je ne trouve pas super, super efficace. Puis si tu veux, là, Francis, si le monde n'est pas trop étourdi avec les partages et tout ça, là, je vais le partager pour te le montrer. Là, je vais le faire maintenant. Là. C'est au BANQ? C'est BANQ. Regarde cette page-là. Ah, oui, OK, oui. Bon, ça, c'est BANQ généalogie. OK? Tu as quelques outils ici là, dans la barre grise ou brune. Là. Si tu tapes ici, là, tu as des enquêtes du coroner. Tu as des index d'enquête du coroner que tu peux chercher.
Mais là, il faut que tu cherches avec des noms de personnes. C'est par région. Là, comme, on ne couvre pas l'ensemble du Québec là, avec OK. ce moteur-là, pour le moment, en fait. Un jour, ça va peut-être être le cas. Mais tu vois ici les enquêtes du coroner, index du ministère de la Justice touchant toute la province de Québec entre 1939 et 1944, qui a été mis en ligne en janvier 2020. Alors, ça aussi, c'est un work in progress. Là. Il y en a qui s'ajoutent de plus en plus. Puis, tandis que je suis sur cette page-là, là, il y a quelques autres outils de ce type-là. Par exemple, la demande d'octroi gratuit de terre aux familles de 12 enfants et plus vivants, etc. Là, il y en a plus là, vers le bas aussi. Là. Les événements de 37-38 sur les traces des patriotes. C'est tous des outils qui sont un peu inégaux là, dans leur manière de donner des résultats. Puis évidemment, c'est juste l'index, mais là, quand tu as l'index, tu as le nom, tu sais qu'il y en a un, tu peux le commander et puis l'obtenir. Ouais. OK, merci. Alors, il y avait monsieur, là, je vais départager. Il y a monsieur Gariepi qui avait aussi une question. Allez-y, monsieur Gariepi. Ouvrez votre micro. On ne vous entend pas, monsieur Gariepi. Ouvrez votre micro. Un classique de Zoom. Je m'excuse, est-ce que ça va? Ah oui, allez-y, on vous entend. Allez-y, bon. monsieur Gariepi. Alors, c'est récemment que je m'intéresse à la généalogie et tout ça, même si l'histoire, ça fait un bout de temps. Et puis, je ne travaille pas autant de façon précise que tu décris là, dans tes conférences. Par contre, je m'intéresse beaucoup parce que au terrain, aux immeubles, il y a quelques années, Sabin Beaulieu, qui est le cousin de Gilles, m'a prêté une liasse de contrats liés à sa maison. Oui. Au Moulin des Mers. Alors, il y avait une boîte pleine là, de 11 ou 12 transactions où on retrouvait toutes sortes de choses. Oui. Alors, j'ai retrouvé dans une transaction de 1910 que l'acheteur était obligé de garder le locataire qui était dans la maison jusqu'au mois de juillet. C'était écrit dans ça. C'est écrit dans le contrat, oui. Oui, mais ce locataire-là, c'était mon grand-père. Ah! Alors, dans les contrats, il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas comment chercher. Il y a à part du registre le registre foncier du Québec, là. Oui. Bon, là, récemment, je viens de voir qu'il y a des cours en ligne pour apprendre à s'en servir. J'ai vu ça la semaine dernière. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils pour retracer les transactions? Moi, j'ai une cousine qui m'a dit la maison où tu es né, ta mère en a hérité en telle année. La personne qui m'a dit ça, ben, elle a le testament de ma grand-mère. Mais les transactions, là, à part de l'index des immeubles, comment on trouve ça? Ben, essentiellement, en fait, il y a. Puis, ben, s'il y a des gens qui veulent ajouter par la suite, là, gênez-vous pas. Là. Mais essentiellement, c'est via le registre foncier du Québec. Okay. Le registre foncier du Québec, c'est également en ligne. Mais là, avec le registre foncier du Québec, on n'est pas dans le gratuit. Là, hein? C'est l'outil des notaires, le registre foncier du Québec. Puis, on fonctionne par numéro de lot. Hein? Là, votre maison actuellement, là, elle a une adresse physique postale, là, mais elle a aussi un numéro de lot qui lui est associé. Bon, une fois qu'on a ce numéro de lot-là, puis ben là, ça a été réformé, le cadastre, avec des numéros modernes, là, avec des millions là, aujourd'hui. Mais le cadastre antérieur, dans votre cas, là, de votre côté de la rivière, c'était dans le cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de Jeune-Lorette. Donc, il y avait un numéro de lot ancien. Donc, on doit faire une correspondance. Puis là, on arrive à un index des immeubles avec la liste de toutes les transactions qui ont affecté les titres sur l'immeuble, sur le terrain en question. Alors, s'il y a eu une vente, un héritage via un testament, une donation, s'il y a eu une hypothèque, etc., tout ça va être listé dans l'index des immeubles. Puis chaque transaction qui affecte la possession d'un immeuble, bien, elle est numérotée au registre foncier du Québec également. Donc, le numéro de la transaction se recherche dans le registre foncier, se trouve et se lit
en ligne parce que c'est entièrement numérisé. En tout cas, pour la plupart des cas. Donc, on peut tout lire ça en ligne. C'est un peu fastidieux. Ce n'est pas très, très user-friendly, j'oserais dire. J'ai gaspillé quelques dizaines de dollars à me promener là-dedans au début là, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais j'oserais dire qu'il y a moyen d'être plus efficace là, après justement là, quelques essais-erreurs. Puis une fois qu'on sait comment que ça fonctionne, ben là, on peut chercher sur n'importe quel lot parce que ces informations-là sont publiques. Puis, on peut savoir que sur tel lot, ben, en telle année, justement, là, un tel a hérité parce qu'il y a eu le testament de l'arrière-grand-mère qui a dit dans son testament qu'elle faisait hériter un tel, blablabla. Bon, ça, c'est en ligne à partir de 1874. OK. Avant ça, chaque lot, ben, le terrain existait, mais il n'était pas numéroté là, comme il l'est à partir de 1874. Ben, chaque transaction, chaque vente fait toujours référence ben, en tout cas, généralement, fait référence à la vente antérieure. Hein? Mario Lucier possède la maison pour l'avoir acquis précédemment de Gilles Cloutier en 2010. D'accord? Alors, c'est toujours indiqué via une transaction qui a été faite devant tel notaire en telle année à tel endroit. Fait que là, quand tu as l'outil des notaires en ligne, au lieu de payer une pièce pour aller voir dans le registre foncier, ben, tu vas voir dans l'outil des notaires parce que c'est gratuit. S'il est numérisé, bien sûr. Puis là, ben, ça te permet d'avoir le document original, puis de le lire, puis de le comprendre, puis de voir quelles ont été les transactions qui ont eu lieu sur le terrain en question. Mais évidemment, ça ne relève pas de BANQ, quoique indirectement, on peut retrouver certains éléments dans des outils de BANQ en faisant référence, par exemple, au greffe de notaire. OK. Ça veut Fait, dire... il n'y a pas d'autres outils. Il n'y a pas d'autres outils. C'est le seul, puis il faut prendre le temps, puis ça marche. Oui. Mais là où j'ai vu quelques extraits d'index, Oui. et puis ce que je comprends pas bien, c'est lorsqu'il y a un changement de numéro de lot, souvent un lot va être divisé. Alors, si je prends l'abonnement du registre foncier, est-ce qu'il y a quelque part une information qui dit le lot 1124 dans telle année, il s'appelle autrement? Oui, il y a tout ça est disponible aussi quand on tape les numéros de lot. Là, on peut voir, là, on peut comprendre les subdivisions puis tout ça, puis regarder aussi la carte des lots, en fait. Là, il y a des plans. Okay. Ici, là, le terrain, là, le cadastre de paroisse Saint-Ambroise à Jeune-Lorette, là, ben, il y a le plan original de 1874, puis on peut le télécharger là, également dans le registre foncier en PDF. Puis on peut grossir sur certains territoires, puis on peut aussi voir des ajustements. Là. Il y a comme des notes en bas de page, là, si on veut, là, sur le gros plan. Puis on peut aller voir ces modifications au lot qui ont été faites en cours de route. Puis, bien évidemment, par exemple, chez nous, ici, là, c'est le lot 616-2. Moi, j'ai cherché dans 616, puis j'ai cherché dans 616-2. Parce que 616 vient avant, dans le temps, que 616-2. Donc, quand je cherche dans 616-2, à un moment donné, j'arrive au bout. Puis là, il faut que je cherche antérieurement également. OK. Alors, je vais investir quelques heures pour comprendre et puis... C'est bon. Merci, puis Francine, tu as la main. Oui, encore moins. Est-ce que la banque Parchemin, qui est la banque des actes notariés, est-ce que c'est quelque chose qui est de BANQ ou c'est indépendant de BANQ, mais qu'on y a accès par BANQ? Parchemin est un outil qui a été construit, là je mets peut-être un bémol sur ce que je vais dire, il faudrait que je vérifie, mais par la gang de l'Université de Montréal qui ont créé le PRDH. Donc, okay. À l'Université de Montréal, là, ils ont une faculté, ou je ne sais pas comment le nommer, là, en démographie historique. Ils travaillent là, en quantitatif et en qualitatif, là, en démographie historique. Puis, ils ont créé des outils. Puis, parmi les outils qu'ils ont créés, je pense qu'ils ont créé Parchemin. Puis, Parchemin, pour expliquer aux gens ce que c'est en fait un outil qui permet de chercher le nom d'une personne. Bien, combien de fois qu'il a fait affaire avec un notaire?
pour un contrat de mariage, une vente, un achat, un testament, un héritage, une donation, etc. Puis on mentionne quand on cherche dans le parchemin, ben mettons, Modeste Richer dit la flèche, ben, lui, il a fait une transaction en telle année, en telle année, en telle année, via tel notaire. Fait que ça me donne des indices sur le personnage et tu peux aller chercher dans les notaires par la suite. Donc, ça ne relève pas de BNQ, mais quand tu es abonné à BNQ, parce que tu peux t'abonner aussi avec une carte et un code d'accès qui te donne accès à d'autres ressources externes. Ben, Parchemin est une ressource exacte. Là, on la voit bien, ta carte dans la main. Une ressource externe, mais qui est disponible via BNQ, puis c'est le code Parchemin. C'est un outil intéressant, mais qui arrête assez tôt dans le temps, là, j'oserais dire. 1806, je pense. Oui, c'est ça, au début du 19e. Ouais, Ben, c'est évidemment, ça. c'est un travail épouvantable à faire d'indexation, imaginez. Ça doit se multiplier à chaque année parce que la population grossit. Là. Ben, c'est un travail de moine de faire ça, mais l'Université de Montréal, là, je pense que c'est les meilleurs pour faire construire ce genre d'outils. Ben, je peux juste ajouter que Ouais. par les contrats, les actes notariés, quels qu'ils soient, surtout les actes de mariage, on sait que souvent les gens avaient les mêmes noms, là. Par exemple, moi, j'ai cherché une Elisabeth Savard dans une certaine période. Ben, dans Charlesbourg, il y en avait 7. Alors, c'est laquelle, là? Alors, c'est par les contrats de mariage, puis qui est frère et sœur, ou qui est témoin, que j'ai pu identifier la bonne personne que je cherchais. Puis ça, j'ai retrouvé ça aussi par parchemin pour pouvoir avoir accès au contrat de mariage à BANQ, là, qui, même s'il n'était pas numérisé, mais je suis allée sur place, là, mais. Exact. Ouais. Alors, parchemin, c'est ça, je trouvais que pour ça, je voulais que tu l'expliques, qu'est-ce que c'est les actes notariés. C'est un bel outil, là, mais pour une histoire plus récente, c'est pas disponible, mais quand on cherche avant 1806, tu as dit, là, c'est super, super utile, là, effectivement. Moi, je cherche d'un vieux mort, alors. D'un vieux mort, pas des morts récents, d'un vieux mort. Ça ne m'intéresse pas, les restants. Les récents, non. Alors, il y a Gilles Beaulieu qui a levé la main aussi. Allez-y, M. Beaulieu. Il faudrait que vous mettiez votre micro ouvert. Ah, ça y est, il est ouvert, là. Allez-y. Okay. C'est encore moi, mais c'est tellement intéressant, Mario Lucier, votre conférence. Là. Merci beaucoup. Je suis allé il y a quelques fois aux archives, puis on me dit là-bas, puis c'est très convivial, on nous aide beaucoup, mais on dit, hey, perdez pas votre temps ici, c'est tout sur Internet. C'est beaucoup de choses sur Internet. Les journaux, je voulais consulter les journaux là-bas. Vous avez ça sur tel site, comme vous venez nous dire présentement. Exact. Oui, mais là, je me dis, je ne veux pas sous-estimer, mais il me semble que c'est plus facile aujourd'hui. Tout est accessible. Avec, je ne sais pas, il y a des logiciels, exemple, c'est Généalogie Québec Amérique française. En 10 minutes, on peut monter 10 générations, on a le temps de le dire. Puis là, je pense, des fois, je fais des généalogies de même, des amis, je remonte la famille ascendante. Puis là, tout coup, ça ne me prend pas de temps. Dans un vieux document sur du papier oignon, qui date de peut-être 50 ans, j'ai découvert, tout était là. Ça veut dire qu'autrefois, il y en a qui fouillaient les archives des presbytères. Quoi. Comment ils procédaient? C'est exactement ça. Je vous raconte une histoire très précise. En fait, dans ma famille, à moi, on a un document papier là, qui était à mon grand-père Lucier. Là, mon grand-père est mort en 1970. Puis il a donné le document à mon père, puis c'est moi qui l'ai aujourd'hui. Ça s'appelle Généalogie de la famille Lucier, faite par le notaire Cyprien Chabot à Saint-Hyacinthe en 1870. Et toutes les informations jusqu'à 1870 ont été trouvées à la main au presbytère. Il n'y avait rien là, à l'époque. Là, les gens, là, il fallait qu'ils aillent là, un par un chercher les naissances, les décès, les mariages. Puis c'est un travail de moine. Puis ça a été mis à jour par mon grand-oncle qui était notaire, qui s'appelait notaire à Danville. Donc en Estrie, je pense que c'est l'Estrie ou l'Amiante, là, en tout cas dans cette région-là. C'est lui qui a mis ça à jour dans les années 20. Puis, ben, tu sais, mon frère plus âgé, là, Michel, puis moi, ben, on le met à jour, le document. Là. Il y avait quelques erreurs, évidemment. Donc, on a le bonheur d'avoir ça, que ça a été fait, là, évidemment, là, avec des ressources il y a 150 ans, extrêmement limitées, il faut le comprendre. Puis, ben, aujourd'hui, on peut tellement trouver mieux, puis plus, avec tous les outils qu'on a en ligne. Puis j'oserais dire aussi, là, ça me permet, là, M. Beaulieu, d'ajouter
qu'au Québec, particulièrement, on est extrêmement performant dans nos outils pour ce type de recherche-là. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà essayé de chercher sur Bibliothèque et Archives Canada, où il y a aussi là, beaucoup d'informations, mais nom de Dieu, c'est pénible de chercher sur leur moteur de recherche à eux. C'est super difficile. C'est pas convivial comme avec les outils de BANQ. On finit par trouver, là, mais ce n'est pas convivial. Là. Essayez juste de chercher, par exemple, là, dans les recensements du Canada, on tape des noms de personnes qu'on sait qui ont existé. On a déjà vu, en fait, par exemple, mon arrière-grand-père, Alphonse Lucier, on l'a déjà vu dans le recensement de 1911, je l'ai vu. Hein, je l'ai lu, le recensement. Puis là, il ne le trouve pas. Tout d'un coup, il ne le trouve pas. Le moteur ne le trouve pas. Il n'existe plus. Fait que, tu sais, Archives Canada, souvent, je trouve qu'il pourrait s'inspirer un peu des Archives nationales du Québec. Je tiens à dire aussi là, rapidement que j'ai fait certaines recherches là, avec ma famille de faux monnayeurs là, qui sont arrivés vers 1890 dans des archives de baptême, mariage, sépulture en France là, au 19e siècle. Là. Puis c'est tout aussi convivial que BANQ là, sont super bons là, dans les départements français pour nous donner ces informations-là aussi en ligne, tout en ligne. Ça va super bien. Même dans l'État belge, j'ai aussi cherché dans les archives du Royaume de Belgique là, pour mon Jean Sto là, qui était belge, puis c'était tout aussi facile de chercher là, chez eux, là, en français bien sûr, parce que les Belges parlent aussi français. Mais j'ai déjà cherché, moi, dans une banque là, qui s'appelle Généanet, une affaire comme ça, c'est français. Ben, la Elisabeth Savard, là, elle est morte à Brest, elle. Elle l'a trouvée. Une qui est morte à Brest, en France. Mais c'est, il faut aller à plusieurs endroits très souvent. Exact. Pour finir par se retrouver. Là. Les recensements aussi. Là, exact. Merci encore, Mario Lucier. Ça me fait plaisir, M. Beaulieu. Vas-y. Merci encore, mais quelqu'un qui s'ennuie aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Il y a tellement de choses à faire. L'outil qui vient d'être mentionné, Généanet, là, moi, je ne le connaissais pas, c'est Gilles Beaulieu qui m'en a parlé. Et effectivement, on profite beaucoup du travail qui est déjà fait par d'autres personnes. Exact. Alors, dans la famille de ma conjointe, il y a des Landry qui viennent d'Acadie et j'ai trouvé 8 générations, les premiers, et c'était du tout fait, là. Alors, moi, en remontant à son arrière-grand-père, après ça, tout était là. C'est des gens qui sont arrivés à Port-Royal, puis toutes les familles Landry, ben, c'est toutes d'Acadie. Fait que c'est peut-être... c'est un outil qui a peut-être manque de précision, mais qui sauve l'ouvrage pour des gens qui sont paresseux comme moi. Ben, écoutez, je vous mentirais, là, on jase entre nous autres, là, que si je ne vous disais pas, en fait, que moi, j'ai construit mon arbre généalogique sur Généanet. Je peux même vous le présenter là, tout de suite comme ça. Là. Je l'ai mis, regardez, là, vous voyez probablement. Là. Alors, je suis ici, là, puis... là, ici, j'ai le bonheur d'avoir quelqu'un qui a été adopté, là, mon grand-père qui est mort là, après avoir bu un Pepsi. Là. Mais essentiellement, là, c'est convivial. Là, ça travaille bien, puis il y a un moteur de recherche, puis tout ça, là, assez facile à gérer. Là. Vous voyez, il y a combien de noms dans votre arbre? Je ne sais pas exactement. C'est une bonne question. Quelques centaines. Moi, je suis à 700, là, puis je devrais atteindre 2000, puis après ça, j'arrête. Là. Je ne sais pas combien il y en a. Mais, puis je mets des latéraux aussi. C'est ça, c'est latéral. Là. Oui. Ben, écoutez, allez-y, M. Gariepi, oui. Non, ben, c'est juste pour enchérir. Là. Il est facile à... En tout cas, moi, Gilles m'a consacré 1 heure ou 2, puis depuis ce temps-là, je roule tout seul avec ça. Puis dans une de mes familles, là, il y a 3 Wenceslas, là, le père, le fils, puis le petit-fils. Et puis là, ben, ça, c'est un peu mêlant. Il faut se débrouiller avec ça. Mais sur le même site là, que tu viens de nous montrer, ben, on a un accès aux pierres tombales aussi. Exact. Donc, un des 3 Wenceslas, ben, je l'ai trouvé là parce qu'il n'était pas ailleurs. Tu sais.
Fait que, en tout cas. C'est pour sûr que l'instant, Mario, quand tu as un enfant adopté là, dans ta lignée, c'est là que ça se complique. Moi, c'est ça. Moi, Ah c'est ouais, là-dessus que je cherche. Là. Et là, ça se complique. Il faut aller vraiment dans toutes sortes des actes notariés, des ci, des ça. Puis des fois, il y a juste un petit détail dans un ouais, acte qui t'amène vers autre chose. Là. Ouais, exact. Enfin, écoutez, j'ose vous dire que je vous ai présenté ce soir là, une petite fenêtre de tous les outils avec lesquels je travaille. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit déduire. Je pense que c'est un mot super important. Avec tout ça, là, c'est croiser des sources, faire des déductions, valider tes déductions, prouver. Hein, l'histoire, c'est une science. Hein. Les gens ils pensent qu'on pèle des nuages là, en sciences humaines. Là. C'est pas le cas du tout. Là. On fait un vrai travail de détective là, sur des personnes, là, puis on finit par trouver des preuves puis les construire. Là. Je dis souvent, là, on reçoit là, des morceaux d'un casse-tête dans un sac Ziploc, sans l'image de départ, pas de coin puis pas de côté. Puis on a 25 morceaux sur 1000, puis on part de ça, puis on essaye de trouver les autres. Puis c'est pas toujours facile, mais avec les outils qu'on a au Québec, d'abord, là, je pense que c'est des outils extrêmement pertinents qui nous permettent d'avancer puis de construire ce casse-tête-là, là, puis de trouver des coins puis des côtés là, éventuellement. Puis tu ben as écoutez, mentionné, oui, allez-y, Mario? allez-y. t'as mentionné les autres provinces, là. Oui, oui, Ma mère est une Savard, là, comme Céline Durand, là. oui, Et dans notre famille, il y a une branche de la famille qui est déménagée du côté de Sainte Catharines, en Ontario. oui. C'était des forgerons et quand le gouvernement a construit le canal Welland, il y Ouais. avait besoin de forgerons pour faire des portes puis des écluses. Eux autres sont allés. Ils sont allés puis ils ne sont jamais revenus. Ben oui. Alors, c'est difficile de trouver la construction puis tout ça. Et je ne sais pas si tu as des suggestions, mais moi, j'ai arrêté de chercher. Mais j'ai trouvé qu'à Sainte-Catherine, c'est un des rares endroits où il y a une commission scolaire francophone. Oui. Alors là, je vais partir de là, pour essayer de retrouver des savoirs parce que les archives, d'abord, je ne suis pas très bon. Puis là, tu viens de confirmer que ce n'est pas aussi facile qu'au Québec. Ben, j'ose croire, je n'ai pas cherché beaucoup ailleurs. J'ai cherché un peu au Manitoba parce que j'ai des grands-oncles qui sont partis au Manitoba là, dans les années 10. J'ai épluché un journal là, en francophone entier là, à Saint-Boniface là, qui s'appelait je me souviens plus là, exactement du nom. Je fais un bout, je n'ai pas travaillé avec ça. Mais c'est un peu comme nos journaux à nous, on pouvait chercher par mots-clés et tout ça. Sinon, je ne veux pas nous vanter, là, mais les sociétés d'histoire là, locales peuvent vraiment donner un coup de main. Là. À un moment donné, on cherchait sur l'arrière-grand-père à ma conjointe, puis pour se rendre compte qu'il avait vécu sa côte est américaine au début du 20e siècle, puis qu'il est revenu après, puis qu'il s'était marié une première fois là-bas avec une francophone. Fait que là, j'avais contacté la Société d'histoire locale aux États-Unis. Eux autres, ils marchent en tabarouette, là, leur Société d'histoire. C'est la côte est américaine. Là. Ils ont de l'argent, ça fonctionne bien, c'est des ressources extrêmement importantes. Fait que, tu sais, d'aller chercher avec ces organismes-là, c'est souvent un point de départ important. S'ils ne savent pas, ils vont te dire où aller par la suite. Il y avait Mme Savard aussi qui avait une question. Allez-y, Mme Savard. Oui, mais c'est aussi que je pense qu'avec la pandémie, en tout cas, moi, je trouve qu'on était choyés parce que ça nous a donné beaucoup de temps. Moi, ça m'a donné beaucoup de temps. Je n'avais pas expliqué, j'avais pas à me justifier de refuser des rendez-vous. Je pouvais rester chez nous travailler. Exact. Mais j'ai su aussi qu'avec la BANQ, il y a du temps qui était consacré par les employés là, qui recevaient des gens qui allaient consulter. Bien, ce temps-là, ils devaient l'occuper et beaucoup de temps a été consacré justement à numériser les documents qu'il n'y avait pas le temps de faire. Ça fait que là, des choses qu'on ne trouvait pas, qu'on va probablement en retournant, ben là, de temps en temps, on reçoit des courriels aussi, là, maintenant, telle chose est disponible. Donc, il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Ah oui, c'est exceptionnel. Au Québec, on a la chance aussi d'avoir des registres, des archives qui ont été protégées. On n'a pas eu de guerre comme ça n'a pas été détruit. Exact. On est vraiment choyés. Oui. Je vous raconte une histoire. Là, à un moment donné, moi, j'ai une maison en Mauricie aussi. Là,
Puis on cherchait, là, ben, évidemment, on fait la même affaire qu'ici, mais là-bas, là, vous comprenez bien. Puis on cherchait là, sur l'histoire de notre maison là-bas. Puis à un moment donné, j'appelle aux archives à Trois-Rivières. Puis là, je dis, j'aimerais ça avoir tel acte dans le greffe du notaire Trudel, d'ailleurs, à Trois-Rivières, blablabla, relativement à une maison. Puis, il dit, ça a été numérisé. Je dis, hein? Je dis, la dernière fois que je suis allé, ça ne l'était pas. Ben, il dit, ça fait pas longtemps qu'il est en ligne. Je dis, monsieur, je suis tellement content que vous me disiez ça. Là. Ça m'a fait tellement plaisir. Alors, j'ai pu aller chercher dans le greffe du notaire en question qui avait été entièrement numérisé, probablement en 2020, dans lequel j'avais essayé d'aller, puis c'était pas possible. Puis là, bang, tout d'un coup, il l'était, puis c'était magnifique. Là, ça nous a ouvert une porte sur l'histoire de notre maison là, pour reculer d'une cinquantaine d'années de plus là, sur son histoire. Mais même avec la Société d'histoire de Longueuil, je pense, moi, que j'ai acheté des transcriptions du contrat de mariage de Jean Savard. Je pense que ça coûte 5 $. Ça m'a coûté 5 $ pour obtenir ça. Mais les actes sont illisibles quand on essaie de... Des fois, c'est dur à lire. Des fois, il y en a qui sont durs à lire. Avec le temps, on s'habitue. Des fois... Mais c'est un contrat de mariage au complet, là, c'est difficile maintenant. Ouais. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui le font, puis ça m'a coûté 5 $ pour l'obtenir. Ben, là. Sinon, là, ça peut citer certaines personnes là, sur Facebook. Moi, je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Entraide Paléographie. Donc, c'est un groupe qui aide les gens à transcrire ou à lire des documents qu'on n'est pas capable de lire, là, le commun des mortels. Il m'est arrivé de publier quelques documents là, dans les dernières années en disant, écoutez, aidez-moi quelqu'un, je ne sais pas partout qu'est-ce qui est écrit. Pourtant, je ne suis pas pire, j'oserais dire, mais des fois... Fait que là, ces gens-là sont plus habitués, des experts, puis c'est un groupe d'entraide. Fait que... on s'habitue. Voilà. On va chercher toutes les pistes possibles pour nous aider. Genre. Quand on a un notaire qui en a fait plusieurs, des fois, on compare avec les années. Il n'a pas changé tant que ça son écriture, mais il y a des mots qu'on est capable de découvrir, qu'on ne découvrait pas dans un acte. C'est ça. Là, ben, non, ça prend de la patience, Mme Savard. Oui, mais moi, c'est une des vertus. Alors, en conclusion, si vous me permettez, alors, premièrement, allez vous amuser avec ces outils-là. C'est le devoir que je vous donne. Deuxièmement, si vous avez des questions par la suite, ne vous gênez pas pour me les poser ou nous les poser. Puis troisièmement, je vais vous inviter, et là, écoutez, à notre dernier mercredi d'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison. Le 4 mai prochain, je l'avais écrit le mercredi 4 mai prochain. Alors, ça va être toujours sur Zoom. Et là, je vous jure que j'ai eu une révélation. Hugo, qui est ici présent là, dans la salle présentement, là, a contribué à nous permettre d'entrer en fait dans la voûte des archives de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. On a vu des choses qu'on ne croyait pas qu'elles existaient dans cette voûte-là. Il y a un pan entier de notre histoire locale qui va s'ouvrir et qu'on va vous présenter le 4 mai prochain sur cette folie d'aller dans la voûte des archives de la paroisse. Venez nous voir dans un mois. C'est clair qu'il va y avoir plein de choses que vous allez voir que vous n'avez jamais vues. Puis vous allez être extrêmement surpris de certaines découvertes qu'on a faites. Puis on a dû regarder 1/10 de ce qu'il y a dans la voûte. Mais c'est clair qu'il y a une richesse historique exceptionnelle dans la voûte de la paroisse, des archives de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Ça va très bien finir notre belle année à la Société d'histoire. Vous allez être vraiment très surpris. Et tout tient dans cette, vous ne la voyez pas parce que j'ai un fond d'écran, là, dans cette petite clé USB que j'ai dans les mains présentement, que je vais utiliser pour vous monter le mercredi de l'histoire du mois prochain. Alors, merci à toutes et à tous. Je sais que c'était un peu technique ce soir. Souvent, on a besoin de montrer des photos, mais je pense que c'est utile ce qu'on a fait. Puis, je vous rappelle que j'avais monté un petit PowerPoint avec les liens. Eh bien, on va vous envoyer, la société va vous envoyer le PowerPoint. Puis, évidemment, le mercredi de l'histoire sera disponible également en ligne là, par la suite. Là, Hugo là, va se charger de le transformer en lien YouTube puis de vous l'envoyer par courriel. Alors, merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour vos contributions et vos questions. Puis,
votre devoir, là, c'est d'aller essayer tout ça, puis essayer des affaires, puis amusez-vous, puis gênez-vous pas pour des questions. Alors, merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Au Très revoir. intéressant. Très intéressant. Ouais.